Ça résume assez bien le principe, c'est-à-dire que je suis de la vieille génération, de la vieille garde du net. Moi, j'ai commencé le net en 2007. Je gagne ma vie sur le net depuis 2007, donc. Mais avant ça, c'était pas ma première boîte. En fait, aujourd'hui, j'ai pratiquement 45 ans. Et donc, je suis vraiment plus, on est une génération d'écart, quoi. Donc, vraiment, moi, j'étais là au tout début de d'autres choses et j'ai commencé en 99 avec une boîte pour les mêmes ambitions qui étaient celles qui vous poussent sans doute à entreprendre aujourd'hui, qui était de se dire, j'ai pas envie de bosser pour quelqu'un, j'ai envie de liberté, je veux construire ce que je veux. Sauf que moi, à l'époque, il n'y avait pas effectivement ni le net, ni ce que vous connaissez aujourd'hui. Donc, ça passait par la création de boîtes, ça passait par l'embauche de salariés avec des bureaux, avec tout le bordel que ça implique, la TVA, les déclarations, les charges sociales, bref, tout ce bordel-là. Et au bout du bout, tu arrives toujours à faire marcher quelque chose. Ça te prend beaucoup d'énergie, beaucoup de ton temps, beaucoup de trucs. Et un jour, je me suis réveillé en me disant que j'étais pas libre, en fait. J'avais du pognon, j'avais des employés, j'avais un statut social. Mais au bout du compte, je passais ma life enfermé entre quatre murs au bureau et je me suis rappelé de pourquoi en fait j'avais voulu créer une boîte. C'était pas juste pour le fric. En fait, le fric jusqu'à un certain moment c'était le moteur premier, mais et c'est pas ça en fait. Au bout du compte, le fric c'est jamais qu'un moyen. Et je me suis rendu compte qu'en fait j'étais en train de me perdre un peu dans le truc et que si je restais dans la même direction, j'allais gâcher en fait entre guillemets cette vie un peu en restant prisonnier d'un truc qui était un peu confortable. Finalement, je viens pas d'un milieu d'entrepreneur, donc arriver où j'étais arrivé, c'était déjà pour moi un accomplissement. En fait, Ouais. patron avec 15 salariés, tu vois, quand tu viens d'un milieu ouvrier, c'est déjà une forme de réussite sociale, quoi. Et donc, c'était compliqué de dire, OK, je vais faire une croix sur tout ça. Alors que tout le monde t'a cassé les couilles avant à te dire trouve un boulot, machin, etc. Tu vois, enfin, comme vous avez entendu sur le net au tout début, ça marche pas, machin, mais c'est normal. Monter une boîte à l'époque, c'était pareil. Donc, quand tu commences à avoir le truc qui tourne, les gens arrêtent de te casser les couilles avec le truc de voilà, bon, bah, ça y est, tu as réussi enfin, alors que personne n'y croyait. Bref, toujours la même un peu kermesse, c'est de dire, OK, bah, je vais arrêter, mais pourquoi tu arrêtes alors que finalement ça marche? Enfin, tu vois, c'est un peu ça. Et c'est compliqué, effectivement, d'assumer un peu cette ambivalence et puis cette envie de liberté qui était toujours le moteur premier. Mais avec le temps, ce qui est d'intéressant, c'est ça, c'est que tu as plein de gens qui sont restés un peu, qui n'ont pas fait le cap que moi j'ai fait, qui est de dire, OK, je vais pas passer ma vie, même si c'est confortable, je vais faire autre chose, je vais repartir de zéro sur le net, qui était un grand western à l'époque. Et très vite, en fait, quand tu étais un peu débrouillard, tu peux faire de la thune facilement. À l'époque, moi, j'ai connu le net, il m'a fallu un an pour gagner 10 000 balles par mois quoi, sur le net. Et en 2010, en fait, bah, j'ai pu partir en vie et accomplir finalement ce qui était fondamentalement la raison qui m'avait poussé à créer une boîte, c'est-à-dire vraiment être libre totalement géographiquement et faire ce que je voulais comme je le voulais, sans salarié, sans rien, sans avoir besoin compte, de rendre des comptes à personne. Donc, c'était ce parcours-là, en fait, qui m'a guidé. Et puis depuis cette époque-là, bah, j'ai pas fait autre chose que vivre en Asie. Effectivement, je suis pas rentré en Europe, hormis 3 jours pour divorcer, puisque je pouvais pas effectivement le faire à distance. J'ai revendu des apparts, j'ai revendu tout ce que j'avais en Europe au fur et à mesure du temps, effectivement, sans me déplacer. Ça, j'ai pas pu y couper. Et puis voilà quoi. Donc l'Asie, j'y suis, j'y reste, j'y suis bien. J'ai réussi à trouver un équilibre un petit peu dans ce truc quoi. C'est pas fait pour tout le monde l'Asie, mais c'est effectivement un endroit que une fois que tu y es et que tu es vraiment tombé un peu amoureux de l'ambiance qu'on a et puis de ce qu'on peut construire ici, c'est difficile de faire chemin en arrière quoi. C'est rentrer en France. Carrément. C'est plus possible pour moi. Moi, je suis parti il y a 10 ans. Hein. Quand je regarde des trucs à la télé, ça m'effraie à quel point, enfin, tu vois, ce qu'on fait en Thaïlande, je finirai en prison, quoi, tout le temps. On prendra des procès pour harcèlement, pour je sais pas quoi, avec, tu vois, un peu toute cette ambiance qu'il y a. Donc, c'est vrai que je regarde ça d'un œil un peu dépité maintenant et je pense que le monde se fracture de plus en plus. Et pour les gens qui ont fait le choix de partir, pour ceux qui sont déjà un peu expatriés, tu t'aperçois que c'est vraiment un choix qui est de plus en plus sans retour, quoi. Il est C'est dur. validé. Ouais, plus le temps passe, plus il est validé. Enfin, moi, ça fait que 3 ans, presque. Déjà, moi, j'ai un vertige quand je regarde un possible retour en France, un vertige. Hein. Et je me dis, toi, 10 ans, où en plus, il y en a qui doivent se dire, ouais, quand même, partir en Asie, faut s'adapter à la culture. Il y en a beaucoup qui connaissent pas trop. Bon, maintenant, ils le savent parce que je leur explique qu'en Thaïlande, c'est quand même vachement plus qualitatif qu'en France au niveau de la bouffe, au niveau des services qui sont proposés, des hôpitaux, etc. Il y a un fossé, mais dans le bon sens par rapport à la France.
Mais il y a encore des gens qui disent, voilà, attends, ouais, c'est vrai que les cafards, les rats parfois à certains endroits, ou peut-être la propreté. Il y en a qui doivent se dire, ah, c'est un peu mais finalement, c'est rien. Et toi, tu as Les connu rats ça il qui y a courent 10 à ans. Paris, hein, partout. Oui, surtout, j'en ai vu à Lyon. Honnêtement. Mais toi qui as connu ça il y a 10 ans, et j'avais vu une vidéo de toi, je ne sais plus où est-ce que je l'ai vu, et tu expliquais que, je ne sais plus si c'était au Laos ou au Cambodge, tu étais arrivé dans une ville, il n'y avait il y avait pas de lumière. Genre, il y Ouais. avait dans la ville, Et c'est le pas vieux, soir et tout. c'était en 2013 en fait. J'ai vécu 4 ans au Cambodge et comparativement à la Thaïlande qui était déjà très balisée, en fait, quand tu prenais l'avion, 1 heure de vol depuis Bangkok, le truc, tu arrives, tu as pris un fossé de 20 ans. C'est moins vrai aujourd'hui, mais à l'époque, tu avais 20 ans dans la gueule qui arrivait directement à la descente de l'avion. Déjà, tu avais les douaniers qui étaient des mecs qui se marraient, qui mettaient des prospectus dans les passeports quand ils te mettaient un stamp. Mais Tu non. mettais un billet de 200 balles et tu avais un stamp de 1 an, on ne demandait jamais rien en fait. Wow. Mais quand tu sortais de l'aéroport, effectivement, là, tu voyais le fossé qui existait. Et le fossé, c'était pas tant technologique, parce qu'à l'époque, tu avais déjà du net qui marchait super bien, enfin, des trucs comme ça. Mais tu avais vraiment une misère que tu vois pas en Thaïlande. C'est-à-dire que tu vois directement les mômes qui mendient dans la rue, tu vois les monceaux de poubelles au milieu du truc, tu vois le manque de structure sociale. Tu vois en fait tout ça et tu vois le manque d'organisation d'un pays qui a été ravagé par l'histoire récente. Après, on connaît beaucoup l'histoire des Khmers rouges, et en fait, ça s'est pas arrêté là. Après, il y a eu les Viettes qui ont plus ou moins occupé le truc, c'est pour ça qu'ils sont toujours en bisbille. Enfin, tu vois, ça a duré longtemps. Le Cambodge a été pacifié au début des années 2000, en fait. Donc, c'était encore très récent. Ouais. Et c'est vrai que ça a poussé très, très vite, mais il y avait vraiment une vraie différence. Et c'est vrai que c'est hardcore pour quelqu'un. Arriver en Thaïlande, c'est assez facile. D'ailleurs, tu es plutôt surpris dans le bon sens quand tu arrives. Ouais. En plein la gueule, c'est Los Angeles, quoi. Quand tu arrives au Cambodge, c'était plutôt, tu arrives au Far West, quoi. C'était un peu autre chose. Ok. Ouais, ça, c'est un feedback qui est bien parce que toi, tu as le retour. Et je pense que aussi, du coup, tu dois. Ouais, c'est un truc que je peux pas avoir moi avec le feedback, l'expérience. Tu dois avoir un œil et une idée aussi sur les possibles évolutions. Tu sais, quand il y a un petit. Tu sais, c'est comme quand tu as une expérience sur un truc, tu vois un petit mouvement et tu es capable d'anticiper dans quelle direction il va pouvoir dériver sur le long terme, tu vois. Et ton retour peut être intéressant pour beaucoup parce que là, on a beaucoup de gens qui sont intéressés pour au pire des cas, faire un petit tour en Thaïlande, voir commencer, peut-être s'installer, etc. Toi, par exemple, qui est retourné en Thaïlande, on pourra en reparler tout à l'heure, tu as vécu du coup plusieurs endroits. Comment tu vois, toi, la Thaïlande évoluer au fil du temps? Est-ce que ça sera toujours intéressant pour nous, etc. Ouais, je pense qu'en fait, là encore, il y a une vraie génération d'écart. C'est-à-dire, tu vois, quand je suis arrivé, j'étais un pionnier parce que c'est le mot sur le truc, mais parce qu'on était les premiers, en fait, qui bossaient sur le net. Ça n'existait pas, en fait, quand je suis arrivé. C'était un métier qui n'existait pas. Aujourd'hui, c'est commun, en fait. Et si tu veux, à l'époque, quand moi je suis arrivé, tu avais des expats et des retraités, c'est-à-dire des salariés qui bossaient pour des grosses boîtes ou des mecs qui avaient monté un resto ou une boulangerie, enfin les Français, quoi. Et puis, de l'autre côté, tu avais à peu près que ça, en fait. Nous, en fait, aujourd'hui, on a commencé à occuper le terrain et c'est devenu normal et naturel, tu vois. À l'époque, ça ne l'était pas. Donc, l'évolution, on voit qu'elle est de plus en plus tournée vers ça. Et c'est-à-dire qu'ils ont compris aussi, et c'est un axe, je pense, qu'ils vont travailler de plus en plus, c'est que la Thaïlande, à l'époque, ça coûtait pas cher. C'était vraiment un truc de backpacker, comme le Cambodge l'a été une époque. C'est un truc où tu y allais en sac à dos, tu te vois la gueule dans les trucs. Et ça, ils en veulent plus. Mais ça fait longtemps qu'ils en veulent plus. Moi, j'ai un mec qui bosse pour moi, qui est en Nissan. Il vient depuis, enfin, il vit en Thaïlande depuis 20 ans quasiment. Mais il disait, en fait, les visas, en fait, au départ, il n'y en avait pas. On passait, on prenait une bagnole, on traversait le Laos, on revenait. Il n'y avait pas d'histoire de visa, en fait. Ça arrivait progressivement, en fait, tout ça. Et moi, quand je suis arrivé, effectivement, bon, on avait les visas étudiants, c'était simple, c'était pas casse-couille. Aujourd'hui, on a le visa elite. Et tu vois que la progression, elle se fait vers l'argent, en fait. C'est-à-dire que la Bonjour. sélection naturelle, qui est normale, Salut. chaque pays fonctionne avec ce critère-là. C'est comme en France. En France, tu peux bien venir au barbu, ce que tu veux, peu importe ta religion, ton truc, du moment que tu arrives avec du fric. C'est-à-dire entre un Saoudien et un Syrien qui arrive, le traitement, il est juste une question monétaire, en fait, à l'entrée. C'est-à-dire, si tu es rebeu, machin, tout ce que tu veux, même si tu es terroriste, tu peux venir, mais si tu as de l'argent. C'est tout. Carrément. De plus en C'est plus, ça le qui est monde fou. tourne avec ça, quoi. C'est-à-dire que les pays, en fait, ont compris qu'il y avait un intérêt économique majeur. Et ce qu'on sait peu, tiens, ce qui est rigolo, c'est que, tu vois, le passeport français, il s'achète aussi. Le passeport américain, c'est cher et c'est con de l'acheter. Ouais. Mais tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que les règles, elles seront pareilles. C'est juste des questions de degré de tarification. Le visa, ici, pour rester 20 ans, ça te coûte l'équivalent de 1 million de bahts, c'est-à-dire 20,
25 000 euros, quoi. 25 000 euros pour un visa de 20 ans. Tu vois, c'est rien du tout, en fait, quand tu regardes. Et pour des gens, en fait, qui n'ont pas connu au tout départ les visas, eux, ils disent, ouais, machin, tu as les retraités qui sont un peu prisonniers aussi du truc, tu sais, avec les seuils qui augmentent progressivement et l'euro qui se casse de plus en plus la gueule. Et les mecs, ils sont tendus comme ça et ils disent, ouais, machin, ça a changé. Oui, bien sûr, ça a changé, mais le truc qui va pas rester au Moyen-Âge pour te faire plaisir. Et je peux comprendre qu'ils soient, tu vois, eux, dans une position parce qu'ils sont encore une fois le cul entre deux chaises parce qu'ils ne peuvent pas choisir. En fait, d'un côté, leur retraite, elle stagne, l'euro se casse la gueule et puis les pays en face où ils étaient installés, eux, augmentent les exigences. C'est un mouvement qui est normal et naturel. Donc, le mouvement, pour répondre à ta question, ça va aller vers une sélection qui est de plus en plus vers l'argent. Pour des gens qui ont de la thune, tu n'auras jamais de problème. Et ça vaut pour la France, pour les États-Unis et pour la Thaïlande aussi. Et tu vois qu'en fait, aujourd'hui, ce qu'ils cherchent à promouvoir de plus en plus, c'est le visa élite. Ils en ont vendu à la pelleteuse, ils en ont tellement vendu qu'ils ont augmenté le prix. C'est dire. Je me goupille un petit peu sur ce que tu disais. J'ai entendu dire que le visa, enfin le passeport Thaï, il coûte 150 000 euros. Donc, c'est quand même un prix, mais en soi, en soi, ça offre pas d'avantage, en fait. C'est-à-dire que parfois, enfin, tu vois, on a l'impression que déjà la Thaïlande n'admet pas la double nationalité. Donc, ça veut dire que si tu veux prendre le passeport thaï, il faut que tu abandonnes le français. Donc, tu vois, même si tu peux chouiner un peu sur le truc français, tu vois, en fait, voyager avec un passeport thaï, rentrer en Schengen, par exemple, c'est ultra compliqué, quoi. Il y a des raisons, en fait, de garder le passeport français. La blague de la taxation au passeport, c'est une immense connerie, en fait, qui fait peur à personne, en réalité. C'est juste un espèce d'étendoir, quoi, le truc. Mais s'ils arrivaient à le faire, ce qui est un truc totalement hypothétique, qui demanderait plus de 10 ans en fait pour renégocier un à un les traités qu'ils ont signés contre la non-double imposition, machin, enfin bref, tout ça, il faudrait en plus derrière que tu empêches des mécanismes qui te font… En fait, tu vois, c'est les mecs qui ont de la thune, par exemple, qui ont des passeports français, des milliardaires, ils l'ont toujours. Hein. Simplement, ils organisent des structures financières qui hébergent des holdings, des fondations, des machins où tu mets ton pognon et puis toi, tu as un speaker qui a les mains dans les poches et qui n'a rien à ton nom. Quoi. En fait, c'est ça. C'est le meilleur des plans, finalement. Tu vois, c'est pour ça que je ne suis pas vraiment un grand fanatique de l'histoire de la peur du passeport et du truc de ce qu'ils font ou de ce qu'ils ne feront pas. Quoi. Je te suis là-dessus. Moi, pareil, même si la France, je la quitte, mais j'aime très bien aussi la France qu'on peut retrouver en Polynésie française, tout ça. Je préfère même cette France-là, d'ailleurs, parce qu'il reste. Ouais, passeport, c'est quand même important. Et puis, comme tu dis, le visa de Schengen, pas facile, quoi. Pas facile du tout. Je ne sais pas si vous avez des questions, les gars, parce que n'hésitez pas. Hein, si vous avez des questions en parallèle, c'est open pour tout le monde. C'est vrai qu'on avait bien échangé quand on a mangé au resto l'autre jour. J'aurais d'autres questions, moi, à te poser, plus personnelles, du coup. C'est au niveau business, du coup. Comment tu es arrivé à lier, du coup, tes business en ligne et puis ta vie ici? Tu disais tout à l'heure que tu as quelqu'un qui bosse avec toi en Nissan. Tu as une équipe. Est-ce que dans quel axe de business, on en a parlé un peu, mais pour que les gens comprennent, tu es toujours en ligne du coup, qui voient un petit peu qu'il y a vraiment plein de profils. On essaie de partager un petit peu tous les différents types de profils qu'on peut avoir quand on travaille en ligne. Ouais. Alors, du coup, moi, j'ai commencé, ma première boîte, c'était un centre d'appel. Donc j'ai gardé de cette époque-là, en fait, certaines habitudes. J'en ai éliminé d'autres qui viennent de ça aussi. C'est-à-dire que, tu vas avoir une grosse équipe des salariés, ça m'emmerde parce que je l'ai fait suffisamment longtemps, en fait. Donc, il y a des choses que je fais plus juste parce que je les ai faites avant. Donc, j'aime bien avoir plutôt des gens avec qui je bosse, mais d'une manière assez souple, légère et light. Et après, sur ce qu'on fait, en fait, ça a été évolutif au fur et à mesure du temps. C'est-à-dire que le net, au départ, c'était très simple de faire de l'argent. Au départ, on a monté des réseaux de blogs pour donner quelques ordres d'idées. On faisait des 80 000 visiteurs par jour. On était des brels, on ne comprenait rien à SEO, mais il n'y avait pas YouTube qui était placé sur les vidéos. Tu n'avais pas TF1, tu n'avais pas tous les sites que tu connais aujourd'hui. En fait, la réalité, c'est qu'on arrivait, on était des branches, mais on savait placer des trucs sur la première page. Ah ouais, donc ça devait envoyer du steak. Hein. Envoyer du steak, mais en même temps, quand tu as un peu conscience du truc, tu sais que ça ne va pas durer. Donc, la réalité du truc, c'est que c'était de l'argent facile. À l'époque, tu vois, il y avait des… moi, je me suis fait foutre dehors d'AdSense assez vite parce que trop de nichons sur les sites. Bon, en même temps, c'est le putaclic, ça marchait, quoi. Mais ça marche. Ça a été une bonne expérience parce que du coup, ça nous a permis de trouver d'autres régies. À l'époque, il y a des trucs comme Blockbank, des machins un peu obscurs. Les mecs, ils avaient des deals avec Renault, avec des grosses boîtes
qui comprenaient rien au net, mais les mecs, ils leur disaient faut mettre des ronds. Ils nous envoyaient des articles sponsorisés, préécrits. On n'avait plus qu'à publier sur le truc. Ils t'envoyaient 500 balles. C'était de la magie, ce truc. Tu avais des trucs comme ça complètement fous. En fait, les mecs, ils ne contrôlaient pas. Tu sais, tu publiais, ils étaient contents. Tu le délètes après, ils s'en branlaient, en fait. Et ils prennent de l'argent, ils prenaient… Bref, c'était n'importe quoi, mais on savait que ça n'allait pas durer. Et donc, on a basculé progressivement vers des choses où on a appris à monter un peu en compétence sur de l'affiliation et puis de l'affiliation à vendre les produits des autres. On est venu à vendre nos propres produits. Donc, à faire des formations et puis à faire un petit peu de la presta parce que je reste quand même très proche de mes origines d'un point de vue business aussi. C'est-à-dire que vendre des programmes à 2K, même Michu, à qui ça sert à rien, tu peux très bien vendre à des boîtes la même chose, mais pour qui c'est non seulement une nécessité, mais en plus, ils ne vont pas te les payer une fois, ils vont te le prendre en abonnement mensuel, le truc. Donc, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus sain, je trouve, de faire du B2B sur des choses qui ont vraiment de la valeur, quoi. Et dans mon domaine d'expertise, il y a des trucs qu'on fait, notamment on a un SaaS, on fait du scrap d'email, on fait beaucoup. En fait, on fait de la chaîne intégrale sur le contact, c'est-à-dire qu'on est capable de créer des listes de contacts ultra ciblées, de mettre en route des serveurs de mailing, de créer des campagnes d'automatisation sur LinkedIn, sur le call mailing, sur des choses comme ça. Enfin bref, quelque chose qui est très vaste et sans doute un peu plus éloigné de ce que vous faites, vous, en e-commerce aussi, mais qui est bâti un peu sur le parcours en fait, de ce qu'on a pu faire. Après, on a touché à plein de choses, mais on ne peut pas être expert ni bon partout. Il y a plein de gens qui font des choses intéressantes aussi maintenant. L'idée, c'est de se concentrer sur ses forces aussi, quoi. Donc, on fait des choses que peu de gens savent faire et puis c'est ce qui fonctionne le mieux en le vendant à des entreprises à qui ils ont vraiment besoin du truc. C'est encore plus simple en fait de faire de l'argent avec. Ça demande assez peu finalement quand tu regardes et quand tu fonctionnes sur ce type de truc, de structure, assez peu d'équipes. En fait, tu n'as pas besoin de 30 personnes en réalité. Euh, Ma première boîte, on tournait avec 10 clients, mais 10 clients qui nous laissaient des gros chèques quoi, chaque mois. Quoi. Mais tu vois, en fait, on ne cherchait jamais de clients. On était à 100% des capacités de prod, en fait. On a toujours eu des problèmes de production. On produisait des rendez-vous, mais des rendez-vous, on vendait ça entre 100 et 500 balles. On appelle ça des leads maintenant, mais c'est la même chose. Donc, j'avais 15 personnes qui passaient des coups de fil pour prendre des rendez-vous. Mais tu vois, toute notre prod, elle était faite, vendue. Et là, c'est toujours pas un peu pareil. On fonctionne sur un petit lot de clients, mais qui ont des besoins qui sont dans notre choix de compétences. Après, on a un SaaS qui traite beaucoup plus de volume, mais là, c'est automatisé et tu n'as même pas besoin de grand monde. En fait, c'est un peu ce que vous faites en e-commerce, mais sans l'expédition de produits. Quoi. Tout est franchement automatisé. Quoi. Donc, c'est le mec qui s'abonne, il reçoit sa facture, il reçoit des trucs, il se démerde. Et normalement, tout est fait pour qu'il n'y ait pas de problème et pas plus que ça en interaction. Quoi. Donc, ça demande assez de… C'est cool, en fait. Tu t'es créé ta machine, hein, on peut dire ça comme ça. C'est un métier, c'est un boulot passionnant. Tu fais pas du 10 heures par jour. Ça te permet de faire un petit peu ce dont tu as voulu, je pense, dès le début, avoir un petit peu cette tranquillité. Si tu veux pas bosser demain, tu bosses pas. Et ça, c'est cool. Et il y a un truc sur lequel je veux rebondir, c'est que c'est vraiment cool parce que du coup, avec cette expérience de 10 ans, là, tu as dû voir, on en parlait au resto, tu me disais, on est dans une époque, nous, là, où, tu vois, on a les smartphones. Bon, il y en a qui sont plus âgés que moi, j'ai 29 ans bientôt. Mais moi, je me rappelle, c'est vrai que quand j'étais gamin, le premier téléphone que j'ai eu, c'était le truc, là, avec tu mettais ton doigt dans un trou et tu tournais avec les numéros. Bon, j'étais vraiment petit, c'est un micro-souvenir que j'ai. Mais toi, quand tu es arrivé les premières fois, tu me disais, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait pas de Google Maps. Ça devait être l'orgie. Ah non, en Thaïlande, si, non, ça je te l'ai dit, Google Maps, si, tout ça en Thaïlande, ça existait il y a 10 ans. C'était Ah, quand déjà même. très bien installé. Non, en Thaïlande. Ok, Non, on ok. a parlé de la Chine avec Ah tous les oui, trucs oui, oui, c'est Google bon. qu'il n'y avait pas. Ça, c'est autre Ouais, chose. voilà. Et ça, c'est encore récent pour le coup. Ça fait flipper, ça. Non, l'Asie, eux, ils n'ont même pas connu le téléphone fixe outre mesure. Quoi. C'est un saut Ouais. technologique, en fait, ils sont passés de pas d'ordinateur, pas de télé, à maintenant, ils ont des écrans plats et puis des smartphones. Quoi. C'est ça, en fait, le truc. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils achètent souvent des trucs qui sont beaucoup plus chers que leurs moyens, juste parce qu'effectivement, c'est leur premier objet vraiment qui sert à tout. Quoi. Ils font des photos, ils sont sur Facebook, ils sont sur trucs, mais ça fait très longtemps que c'est comme ça. C'est excellent. Mais du coup, ouais, t'as dû vraiment t'adapter à chaque fois, notamment sur la partie online. Tu disais au début, c'est vrai que nous, on connaît bien la partie SEO. Tu pouvais balancer n'importe quoi, du contenu, boum, ça rankait. Et il faut toujours. Finalement, moi, c'est bien ce que tu me prouves que finalement,
quand tu es débrouillard, parce que je pense que du coup, tu es un bon débrouillard, je pense que tout le monde peut le valider depuis le temps, mais tu retombes toujours sur tes pattes. Et tu vois, ça, c'est une des frayeurs que. Bon, j'avais pas trop la frayeur quand même, mais c'est un petit point que tu dis quand tu es encore en France et que tu dis, eh, c'est vrai que le pays, il est pourri. Ça, tu le sais, mais t'oses pas te barrer parce que t'as peur, putain, comment je vais faire si, tiens, mon site, ça se casse la gueule. Tu sais, on flippe toujours là-dessus. Et toi, ça fait 10 ans que bah, ça rebondit à chaque fois, tu arrives à trouver un truc, tu arrives à créer tes tunnels et finalement, c'est faisable, quoi. C'était surtout ça aussi qui est vraiment cool à voir. Ouais, c'est plus que faisable. C'est en fait, en réalité, plus tu avances dans le temps et moins tu as ce type de peur parce qu'en fait, tu sais que Ouais, de plus en plus, ton expérience, elle, est irremplaçable. C'est-à-dire que fondamentalement, tu peux avoir des mecs qui font la même chose, le même machin, mais tu n'auras jamais le même contact parce que tu n'as pas la même histoire. Et je ne parle même pas de storytelling ou quoi que ce soit, mais juste, en fait, tu vois, il y a des gens. Je bosse avec des boîtes en France et bizarrement, ce qui à une époque pouvait les effrayer, c'est-à-dire le fait que je sois à l'autre bout du monde, que j'ai des boîtes qui leur facturent, qu'ils soient aux États-Unis, en Angleterre ou à Hong Kong, il y a très très longtemps de ça, les mecs ils me cassaient les couilles avec ces trucs-là. À partir de 2015, en fait, ils ont tous commencé à utiliser Stripe et arrêter à nous foutre la paix. Donc, en fait, ils regardent ouais, tout. Et aujourd'hui, on est dans un truc encore qui est très différent, c'est-à-dire que j'ai des clients qui sont devenus clients parce qu'ils regardaient mes vidéos perso en Thaïlande et parce que les mecs, ils sont en France et que, tu vois, les mecs, ils m'ont contacté moi plutôt qu'un Français parce qu'en fait, voilà, ils ont kiffé ce que je racontais, puis les endroits où j'étais, enfin bref. Et ce qui était un inconvénient est devenu un avantage, en fait. carrément. Ben, moi, c'est comme ça que je t'ai connu et que j'ai vu que tu avais une expertise. Euh, je t'ai connu comme ça. Et c'est vrai que tu vois, moi, c'est pareil. Si j'aurais été client et que j'aurais eu deux services différents, une boîte que j'aurais trouvée sur Google et toi ben, j'aurais pris toi parce que YouTube, c'est quand même un bon vecteur. Et puis, c'est de la preuve sociale. On voit bien que tu es débrouillard tout le temps. On a juste à scroller ta chaîne YouTube. Voilà, enfin, si, t'es un touriste, t'es un éternel touriste, j'ai envie de dire quand même. Tu te balades et ça, c'est ce qu'ils recherchent les gens, je pense. Hein. La décoince, je pense. Hein. C'est de la décoince, hein, Ouais, comme ça on ne dit dans convient pas à tout l'armée. le monde, mais après, c'est à la fois mon mode de vie. Après, il ne faut pas chercher à convaincre tout le monde, mais ceux Ouais, c'est vrai. qui, voilà, recherchent quelque chose et qui se reconnaissent un peu dans ce que je raconte, généralement aiment bien. Après, tu as plein de mecs qui ne supportent pas et qui machin. Ça fait partie du jeu, mais peu importe. L'idée, c'est qu'effectivement, c'est un bon vecteur effectivement, de connexion à YouTube et c'est un truc qui crée de la proximité et directement, effectivement, qui rassure les gens et qui ouais, partage beaucoup de l'humain. Alors, j'ai eu moins à YouTube en ce moment. Je crois que ça fait pratiquement 8 9 mois que j'ai pas fait une vidéo, mais en même temps, j'en ai fait plein. Et puis, en ce moment, j'ai pas beaucoup envie de déblatérer beaucoup trop de gens qui parlent, en fait. J'essaie toujours de garder un peu cette vision-là, de dire que c'est quand tout le monde là s'acharne, c'est bien de faire exactement l'inverse, en fait, à chaque fois, d'être pas contre-courant systématiquement, mais quand tout le monde la ramène sur les histoires de vaccins, de trucs, c'est le moment, en fait, il faut fermer sa gueule. Mm. C'est ouais, il y a suffisamment de discussions qui servent à rien en ce moment, donc je referai des vidéos quand ils seront un peu calmés sur le truc ou quand j'estimerai en fait qu'il y a un peu plus d'attention à glaner quoi sur le truc. Ok, ok. Mais bon, je trouve Ouais, ça je un peu sais. salaud de faire des vidéos à regarder. Je suis à Pangan, j'ai une villa, 3 chambres, je viens de me faire upgrader pour 50 balles la nuit. Et toi, tu es en confinement, putain, c'est moche. Ouais, Et et bon, voilà. j'y suis allé à Fangan. Pareil, j'avais la villa et j'avais fait une vidéo. Et bah, tu vois, en parallèle, je donnais des techniques SEO pour ranker son site. Et j'avais fait un tour de la villa en parallèle. Et je me suis dit, putain, non, les gens, ils vont croire que je me la pète. Et je ne l'ai même pas posté, du coup, la vidéo, je l'ai supprimée. Je me sentais trop con, en fait, avec mon truc à donner des tips, à faire voir la villa, alors qu'il y a des mecs, peut-être ouais, qu'en France, bah, ils sont chez eux et ils bossent, tu vois. Je trouve ça. Ouais, bref, je te comprends sur ce point-là. Des fois, quand tu n'arrives pas à sortir aussi un. Moi, ce que je pense au niveau de YouTube, c'est vraiment faut que ça soit intéressant. Et des fois, je me dis, oh, j'ai pas envie de dire des choses intéressantes en ce moment. Là, Les voilà, je gars. bosse ou je suis en repos et ouais, je te comprends là-dessus. Je te rejoins. J'avais fait une Et vidéo, une intéressante et qui était tellement prophétique, en fait, je me suis dit, je pourrais arrêter ma chaîne là-dessus. C'était celle sur la fin des digital nomades, qui était,
qui était avec le recul. Je l'ai fait 6 mois avant l'histoire du corona, mais ça parlait pas du corona. Mais le constat, c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire fermeture des frontières, machin, etc. Je l'avais envisagé, je l'avais fait sur d'autres trucs, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Ouais. C'était assez marrant. Enfin, ouais, marrant. Je crois que je l'ai vu, celle-là. Disons assez rigolo de voir un peu sur certains aspects que c'est exactement comme ça que ça s'est passé. Alors, bref. Et là, ça va réouvrir. Et qui c'est qui demande? Je crois que c'est Cyril qui demandait tout à l'heure. Tu demandais quand est-ce que les frontières réouvraient. Je ne sais pas si tu as des news, toi, mais je crois que. Ici, elles sont ouvertes officiellement. Tu peux venir. Ils ont fait 7000 touristes en janvier. Mais 7000 touristes, c'est dont 3000 ou dont moins la moitié qui avaient déjà des visas, notamment des visas élites et qui font du business. Mais officiellement, tu peux postuler à venir. Il y a des gens qui arrivent tous les jours à Bangkok, en fait, qui sont en quatorzaine. Après, faut avoir conscience qu'effectivement, faut passer toutes les étapes avant. Puis une fois que tu arrives, il faut te manger 2 semaines sur place à l'hôtel, que c'est un petit billet à sortir quand même, et que ça ressemble un peu à la prison. Mais en même temps, je crois que l'Europe, c'est déjà un peu le cas au niveau de la ressemblance avec une peine aménagée. Donc bon. Ça changera rien, ça, pendant 2 semaines. Franchement, je pense que pour vous, tu vois, tu as l'impression qu'on est en prison, tu as l'impression qu'on est bloqué. Certes, on ne peut pas voyager, certes, il y a un couvre-feu, il y a ci, mais en fait, tout le monde fait n'importe quoi, tout le monde fait ce qu'il veut. Par rapport au premier confinement où tout le monde avait peur, je pense que vous, de l'extérieur, ça paraît vraiment comme une prison, mais ici, tu as l'impression que tout est normal. Ok. Les gens mais j'ai de la famille, mais ils sont à la campagne, en fait, à la Cambrousse, ils s'en foutent un peu. Effectivement, de toute façon, il n'y a pas d'être humain dans un rayon d'1 kilomètre. Donc, en fait, bon, ça ne change pas leur vie. Après, tu as quand même un peu le truc du flicage avec, tu es susceptible de te prendre une prune à 135 balles juste parce que tu pars dehors. Bon, c'est quand même un peu casse-couille. Ouais, bref, ouais, c'est pas. Mais oui, tu as raison. Moi, de mon point de vue, ça reste quand même une prison parce que nous, on peut faire exactement ce qu'on veut et pour le coup, c'est quand même la liberté de mouvement, c'est celle quand même qui me semble la plus fondamentale, quoi. Je te rejoins là-dessus. Moi, c'est le plus important, tu vois. Et on en parlait l'autre jour au resto. Bon, on a eu un confinement qui a été très bien géré, je trouve. Petite médaille pour la Thaïlande et puis les pays limitrophes qui ont bien géré ça. On a eu un confinement, un couvre-feu. Tu n'avais, par exemple, pas accès à la plage. Donc, tu sortais, tu faisais le rebelle, 5 minutes, tu voyais que tout était fermé, puis tu rentres chez toi. Et c'est beaucoup plus smart, le management de la psychologie ici. Et les gens sont beaucoup plus smart aussi à ce niveau-là. Mais c'est général, je pense. C'est aussi l'éducation. On a un défaut en France là-dessus. Et moi, c'est pour ça aussi que j'ai fui ça, hein, personnellement. Ouais. Parce que toi, depuis 10 ans, tu l'as vu, je pense, le fossé culturel qu'on a ici. Mais la France et les pays occidentaux ont ce défaut que de toute façon, quel que soit le machin que tu essayes de faire passer ou que tu fais passer quand tu es politique, tu auras toujours 50% des gens qui hurleront parce qu'ils ne sont pas d'accord. Donc en fait, c'est un truc où personne n'a jamais raison et tout le monde a toujours tort. Tu mets n'importe qui au gouvernement, n'importe quel président à la place, c'est toujours pareil en fait. Donc Ouais. la réalité du truc, c'est que c'est un pays, mais c'est pas seulement la France. Je t'aperçois que c'est un peu partout. Ils pensent avoir la science infuse, ou du moins ils refusent les règles collectives. L'Asie fonctionne selon un schéma où effectivement les règles collectives sont beaucoup plus admises et respectées, quoi. C'est tout. En fait, fondamentalement, c'est quand même ça qui sépare les deux trucs, quoi. C'est que un Thaï, bon, même s'il y a des manifs, c'est pas des gilets jaunes et puis c'est pas une fraction aussi importante qu'en France, quoi. Donc, c'est toujours très particulier. Disons que l'Occident est individualiste là où l'Asie est collective en général. Et quand je dis collectif, ça ne veut pas dire qu'ils jouent tous ensemble. Ça veut dire qu'en fait, le collectif prime sur l'individu. Ça veut dire qu'en Chine, par exemple, si on me dit, ouais, on va faire passer une route là, et si on doit raser et que ça met 500 000 personnes à la rue, bah, si c'est pour 1,5 milliard, 500 000, c'est que dalle. Donc, en fait, on le fait. Chez nous, en fait, tu vas avoir des procès, des machins, des trucs. En fait, c'est ça. C'est juste la vision. En fait, chez eux, l'humain individu ne compte pas. C'est toujours la collectivité qui doit primer. Chez nous, en fait, on est dans une société individualiste où tout le monde doit avoir son truc. Enfin, tu vois, en Asie, on ne parle pas d'égalité. En fait, c'est ça, en fait.
Ouais, je rebondis un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, on a l'Italie aussi. Enfin, tout le monde dit la France est pourrie, mais moi je vois l'Italie. C'est aussi pour moi bien catastrophique, même si j'adore l'Italie. Tu vois, par exemple, je me renseignais si je veux ramener ma copine qui est laotienne en France. On m'a conseillé de passer par l'Italie car c'est beaucoup plus simple d'obtenir un visa de Schengen là-bas. Euh, Bref, il y a plein de choses différentes et c'est vrai que moi, l'Asie, j'ai pu le voir. C'est un autre. Ouais, je sais pas si c'est la dictature, j'en sais rien, mais c'est un autre truc et moi, ça me convient. Et c'est vrai que ça convient pas à tout le monde, ça c'est important de le dire, mais ouais, c'est vraiment Non, ça différent. convient pas à tout le monde, ça convient pas aux droits de l'homiste en général. C'est-à-dire, tu as, quand même des gens qui s'expriment mal ici. C'est les mecs qui parlent de corruption, c'est pas bien, de machin, de trucs comme ça. En fait, ça part toujours en couille, en fait. Ouais, la Ouais, ici, corruption, ça existe, bien sûr. Chez nous aussi, en fait, elle existe, elle est juste plus chère, en fait. C'est ce que les gens n'admettent pas, en fait. Ici, moi, je préfère largement filer un billet, même si ça tend en plus à disparaître de plus en plus. Filer un billet de 500 bahts à un flic. Pour éviter de perdre 2 heures à aller payer une prune, si tu veux, c'est une question mathématique en fait. Après, tu as le mec qui arrive en mode oui, mais la corruption, c'est pas bien, ça se cautionne pas. Ouais, tu as raison, chez nous, ils sont pas corruptibles. Regarde les Balkany, regarde les gens qu'on a, qu'on a C'est juste pêchés, pas la pas même avec échelle 500 de bahts en corruption. poche pour le coup, mais avec quelques centaines de millions, ouais, dizaines de millions d'euros quoi, sur le temps. Donc, c'est. c'est des mallettes, hein, c'est plus des petits billets glissés par-ci par-là. Ouais, c'est un autre truc. Mais ici, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on la voit et qu'on peut la toucher, quoi. Et ça sauve le cul parfois, hein. Bien C'est sûr, ça te plutôt sauve le cool. cul. Si c'est en France, tu peux toujours te faire sauver le cul quand tu as des appuis politiques, des machins, des trucs. La justice, quand on parle d'égalité, en fait, la réalité, c'est qu'il y a quand même une vitrine un peu idéologique derrière tout ça. Quand on dit que l'hôpital, la santé française, c'est la meilleure du monde, un, c'est pas vrai. Puis deux, ça fait toujours bien de le dire à des gens à qui tu prends 75% de ce qu'ils gagnent, quoi. C'est un minimum de dire qu'en plus, ils ont quand même le meilleur. Enfin, du moins, ils aient le droit de le penser. Mais la réalité, c'est que c'est pas ça. Il n'y a pas plus de bonne santé ou de bonne médecine en France, ça existait, mais ça existe de moins en moins. Il n'y a plus de fric dans les hôpitaux, il n'y a plus de fric dans les trucs. Il n'y a pas plus d'égalité non plus à l'école, dans les chances de réussite. Tu es dans un département ou un autre, tu n'as pas du tout les mêmes chances de réussite. Tu t'appelles Mourad ou tu t'appelles Jean-Louis et tu vas te faire juger dans un tribunal à un endroit ou un autre, tu n'auras pas la même peine. L'égalité n'existe pas. C'est un beau slogan Ah ouais, publicitaire, la liberté, égalité, fraternité. Et il n'existe putain de pas, quoi, en fait, en réalité. complètement. Euh, c'est euh, c'est par rapport au bagage et au diplôme de monsieur avocat que tu vas payer. Pour moi, par exemple, c'est le point final, hein. C'est toujours ça Ouais, mais qui même clôt sur le au-delà de ça, sujet. quand tu prends la principale inégalité sur le truc, moi j'en ai gardé un souvenir de ce truc-là, mais tu vois, c'est encore, je sais pas, ma cendrillon sur le truc, mais un exemple typique, j'étais dans une ville de petit bourge, et en fait, en terminale, bon, à l'époque ça fait sourire maintenant, mais en terminale, tu vois, tu avais une section en fait où tu avais droit à une option informatique, et pour avoir toutes les chances de l'avoir en fait en terminale, le droit d'utiliser un putain d'ordinateur, c'est en fait vu qu'il n'y en avait pas, je crois qu'ils prenaient 15 personnes, tu vois, alors il fallait que tu te farcisses avant les cours d'allemand, le latin. Donc moi, je me suis payé le latin et l'allemand en fait à me faire chier 2 ans en fait. Et à la fin, bah, je me suis fait baiser parce que j'étais pas un putain de petit bourgeois. Bon, c'est pas une, tu vois, c'est juste pour dire que si tu vois, et c'est anecdotique ça encore une fois, mais c'est tellement vrai partout. C'est-à-dire qu'un mec qui arrive dans un lycée, tu vois, un lycée qui est une vieille, un machin où tu as, je sais pas, des mecs qui dealent à la sortie et l'autre qui est dans le 16e à 1 kilomètre d'écart, ta vie, c'est pas la même. Et ta vie, elle sera jamais la même. Et ça commence par là, en fait. Ouais, c'est quand même fou, hein. Donc, ouais, non, liberté, égalité, fraternité, tous les grands poncifs, en fait, qu'on t'enseigne dès l'enfance et dès l'école, notamment qu'on a la meilleure santé du monde. C'est pas vrai. C'est de moins en moins vrai. Encore une fois, tu prends la plupart des politiques qui vont se faire soigner dans des hôpitaux privés. L'hôpital américain, en fait, c'est pas un hôpital public. Et mec, tu veux te faire opérer par un chirurgien spécifique, tu lui lâches un billet de 5000, et c'est lui qui va t'opérer. Sinon, c'est un sous-fifre dessous. C'est tout fonctionne comme ça à tous les étages. Simplement ici, on est dans un système qui est plus cash au sens où effectivement tu payes et tu le sais. Et les règles, elles sont accessibles pour nous. C'est-à-dire qu'on a le système de santé taille, il n'est pas bon, hein. Il est bon pour nous, ce qui n'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire que nous, on a des assurances privées au Bocock Hospital. La nana qui vient, qui gagne, qui bosse au 7-Eleven, qui fait 10 000 bahts par mois, elle va à l'hôpital taille public.
qui n'est pas pareil du tout que ce qu'on utilise nous. Donc, il y a quand même des degrés aussi à conserver en tête. Mais pour nous, en fait, c'est un truc qui est beaucoup plus accessible. Il n'est pas égalitaire pour un sou, le système qu'on utilise, mais il est beaucoup plus accessible pour nous de se créer une vie sur mesure avec des moyens qui sont bien plus faibles qu'on se demanderait en France pour avoir la même chose, quoi. La réalité, elle est là. En fait, c'est juste un nivellement économique, en fait, de ta qualité de vie. En France, en fait, en gagnant 5 000 balles par mois, bah, tu te fais pomper quand même largement les trucs et tu n'as pas une vie qui est oufissime, quoi. À partir de 10 000, ouais, il t'en sauce quand même une grosse partie, mais tu peux commencer à avoir des trucs. Ici, avec 2 000 balles, tu peux bouffer tous les jours au resto. Tu peux avoir une femme de ménage et tu peux avoir une baraque. En France, il faudrait 5 à 10 000 balles. Et tu prends tous les trucs comme ça et si tu étalonnes en fait, les revenus, en fait, ici, tu peux vivre une vie beaucoup, beaucoup plus confortable avec le même type de revenu. Tu vas avoir un confort qui est bien supérieur et un cadre de vie qui va être supérieur. Tout ce que tu achètes ici coûte moins cher, même si ça coûte cher parfois ou un poil plus cher qu'en France. Mais tout ce que tu consommes et tout le temps que tu passes en Thaïlande te coûte moins cher que ce que tu dépenserais en France, quoi qu'il en soit. Et il y a un gain d'énergie. Moi, c'est surtout ça. J'en parle souvent, les gars, pendant live. En fin de live, on déroule souvent sur le sujet de la Thaïlande, tout ça. Et je dis souvent, moi, j'adore. Et ici, on pouvait le faire en France aussi, mais ce n'était pas aussi qualitatif. C'était le service, tu vois. Là, il va être 19h. J'ai pas envie que ma nana se fasse chier à faire à bouffer. Moi non plus. Et ben, soit je commande, et là, j'ai juste à sortir 2 mètres. J'ouvre la porte et il est là, avec la bouffe que j'ai voulu. Sushi, je veux manger thaï, égyptien, j'en sais rien. Il y a tout ici pratiquement à Pattaya. Donc ça, c'est cool. C'est le service que j'ai pas trouvé. Pourtant, j'ai vécu à Toulon, à Lyon. J'ai vécu quand même dans des grandes villes. J'ai jamais vécu à Paris, heureusement, parce que moi, je pourrais pas. Mais c'est le service ici qui, en plus, et comme tu dis, ici, avec entre 2 et 5 000 euros, ici, tu es vraiment… Non, mais c'est ça, quand tu regardes, avoir une baraque avec une piscine en France, avoir tout ce type de trucs, c'est possible. Ça va juste te demander des efforts considérables pour gagner une quantité d'argent suffisante pour pouvoir le faire, alors qu'ici, tu peux l'avoir pour 3-4 fois moins cher. La réalité, en fait, c'est juste pourquoi tu veux te faire chier à gagner du fric pour que l'État te paye le truc en te disant, certes, que machin, tu es dans une démocratie, un truc. Bon, bref, c'est de l'enrubanage malgré tout, alors que tu peux être dans des pays qui sont considérés comme très moyennement démocratiques, mais qui t'offre quand même une qualité de vie qui est bien supérieure. Effectivement, après, c'est juste un constat qui est purement pragmatique sur pourquoi, en fait, beaucoup de gens vivent dans des pays qui sont à économie moins développée que celui dans lequel tu es originaire. C'est une logique normale. Après, tu as d'autres pays qui te permettent de faire la même chose. Tu vois, j'ai quelques potes dont des gens que vous connaissez peut-être dans le milieu d'infoprenariat, mais les mecs qui sont en Roumanie, qui sont en Pologne, c'est pareil, tu peux construire une vie sur mesure aussi, où personne ne te casse les couilles, en fait. L'avantage ici, c'est du moment que tu lâches des bières, en fait, on t'emmerde pas, tu vois, t'es dans ton délire, eux, ils s'en foutent, t'es un pharaon, c'est pas, ouais, bon, il fait des trucs un peu chelous, mais c'est normal, quoi. C'est un peu ça, en fait, l'idée aussi. C'est que tu peux être dans une espèce de bulle où on te fout une paix royale, alors qu'en France, tu seras toujours pénétré par les infos, le bruit, les machins, les gens qui chouinent. Ici, eux aussi, ils chouinent. Mais si tu ne forces pas de les comprendre, en fait, ça te passe au-dessus de la tête, quoi. Ouais, c'est ce qu'on disait au resto. Et puis, sans viser directement la Thaïlande, on a Marc là qui confirme. Lui, il est à Kuala Lumpur et il dit que la vie, elle est très facile là-bas. On en parlait. Il kiffe aussi. Il y allait du coup avant même le confinement, je crois. Et à ce moment-là, je crois, il s'est vite rentré dans le pays. Et du coup, sans viser directement la Thaïlande, c'est ce qu'on disait l'autre jour. L'avantage ici, qu'on disait, c'est que ici, tu vois, les infos, tout ça, tu peux les regarder, mais on s'en fout. Et puis, on parle pas la langue. Donc, on n'est pas pollué verbalement quand on se balade, les gens parlent. Même au-delà de ça, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ici, tout ce qui se passe ne nous concerne pas. On n'a pas le droit de vote, toutes les mesures, en fait, tous les machins, ça ne nous concerne pas. Donc, en fait, en réalité, tu peux avoir, tu sais, les mecs un peu en France, ils disent, ouais, mais c'est votre pognon, machin, ils manifestent. Ouais, bon, ok, mais ta chance que ça marche, elle est très faible, en fait. Tu as 2 constats dans la vie. C'est soit tu essayes de changer le système, c'est-à-dire de mettre des coups de poing dans un mur, ou alors tu changes de système. Et là, en fait, tu construis un truc sur mesure. C'est-à-dire qu'ici, en fait, tu vois, le jour où, un peu comme je l'ai fait à une époque où quand l'armée a repris le pouvoir, qui cassait un peu les couilles sur plein de trucs, j'ai fait, ouais, bon, on me fait chier. Je me suis barré. Je me suis barré 4 ans. J'étais au Cambodge, je me foutais une paix royale. Puis un jour, j'ai fait, bon, allez, c'est bien, mais bon, et puis je suis revenu en Thaïlande. Et tu vois, en fait, j'ai cette souplesse-là, en fait, de me dire que
Si ça me va pas, bah, je peux toujours me barrer, quoi. Je vais pas essayer de changer le système, de rendre démocrate un pays qui ne l'est pas. C'est pas mon propos, en fait, en réalité, parce que, un, ça serait déplacé, et deux, c'est parce que j'ai aucune espèce de velléité à le faire, et au-delà de ça, bien même je les aurais, c'est pas moi qui vais le faire changer, le truc. Donc, plutôt que de me battre contre le vent, en fait, je vais juste dans le sens du vent et dans celui qui m'arrange, c'est tout. Ouais, moi je te rejoins là-dessus. J'avais ce truc-là avec l'armée. J'ai fait du coup 4 ans là-dedans. Moi, quand je suis rentré, je voulais changer les choses, quoi. Et il y a Tony qui lisait un bouquin là sur un ancien commando marine et le gars, il a saccagé des terroristes, etc. Il disait, mais putain, on en tue 10, il y en a 30 qui reviennent, quoi. Plus t'en dégommes, plus ça revient. Et ce gars-là, un peu comme moi, sans avoir eu le background qu'il a eu, j'avais l'impression en fait de taper dans le vent, quoi. Il n'y a rien qui se passe. Et je me rappelle, je voyais, moi, je faisais mes pauses le midi, le service, ils allumaient tous la télé, ils regardaient Macron faire son discours. Puis ça, à la fin, pendant toute l'après-midi, ah ouais, putain, mais t'as vu l'autre là, il gagne du pognon. Mais putain, mais t'as pas autre chose à foutre que de parler de choses dont t'as aucune influence tangible. Réellement, peu importe ce que tu vas dire, il n'y a rien qui va changer. Donc, comme tu le dis, ce qui est bien, c'est que nous, et j'ai pas pensé à ce genre de truc, en partant ici, moi, rien à foutre. Genre, on s'en fout. Enfin, on a autre chose à penser. Toi, tu me disais que tu aimes bien faire de la bouffe et tout. Ben, tu préfères faire ta petite bouffe tranquille, ton pain, etc., tes petits repas, machin, que passer 1 heure à parler politique, etc., quoi. On a strictement rien à foutre. Et la politique, en fait, ça a toujours été. J'ai jamais voté, en fait. Tu vois, je vais avoir 45 ans bientôt, j'ai jamais voté. Pourtant, j'ai quand même vécu longtemps en France, mais parce que j'ai fait de l'économie au lycée et parce que j'ai compris qu'en fait, les politiciens ne servaient que, même pas leurs propres intérêts, mais les mecs, en fait, ils font des promesses parce que leur but, c'est de se faire élire. Et forcément, quand tu fais un truc, ça peut pas marcher, en fait. Tu vois, c'est un truc où, de toute façon, s'il y avait une noblesse à la politique, c'est peut-être à l'Antiquité encore une vision très poétique du truc, ce qui n'est pas le cas non plus. Mais c'est-à-dire que la politique, c'est avant tout un truc qui est fait pour servir les intérêts personnels ou du moins l'ego de certains mecs. Les mecs, ils arrivent, même s'ils arrivent avec des intentions pures et des trucs, c'est de toute façon pour arriver où ils sont obligés de se faire pervertir dans tous les sens. Tu peux pas gagner en fait une élection, et encore moins une élection présidentielle, en ayant sucé la moitié des gens et en leur filant ce qu'ils voulaient entendre, quoi. Donc de toute façon, c'est condamné à ne pas marcher. Ouais, c'est comme s'il fallait donner son âme au diable pour aller au paradis, quoi. Donc au bout d'un moment, Ouais, ça sert à rien, quoi. Donc ouais. Ouais, c'est ça. Donc j'ai une vision qui est très froide sur le truc, mais en fait, le positionnement, quand on me demande un peu sur ce qui me définit mieux, c'est le libertarianisme, quoi. C'est-à-dire, chacun fait ce qu'il veut, c'est à peu près, je m'en fous, du moment que ça reste dans les trucs qui sont les lois. Et derrière ça, en fait, si tu as envie de construire ou de vivre dans une cabane au fin fond de la Creuse, très bien, fais-toi plaisir. Si c'est ce qui te fait kiffer, si ton truc, c'est d'être dans des 5 étoiles en Thaïlande, très bien. Enfin, tu vois, il n'y a qu'un truc que je ne supporte pas chez les gens, c'est les mecs qui se plaignent, mais qui ne font rien pour changer les trucs. Après, que ta vie, à toi, elle te convienne et que ça soit surtout pas celle que j'ai envie de vivre, je veux dire, c'est même pas un problème, quoi. Mais le reste, en revanche, les chouineuses et les trucs, à dire ouais, mais sors-toi les doigts du cul, quoi. En fait, tout est possible et voilà, on vit une époque qui est géniale pour ça. C'est-à-dire que je pense que ma vie, à 10 ans d'écart, elle aurait été très différente. C'est-à-dire que si j'avais aujourd'hui 10 ans de plus, ma vie, elle ne serait pas là, en fait. Il y a assez peu de chances que j'ai switché vers le net parce que tu as malgré tout, en fait, une résistance qui crée avec l'âge. Tu vois ce que j'ai fait à 30, 35 ans, tu pèses le truc. Mais quand tu es un mec, que tu es marié, que tu as 2 mômes, une baraque, tu ne changes pas de vie comme ça, quoi, en fait. Tu ne te dis pas, là que le truc, je me barre en Thaïlande, je commence le net, on va voir ce que ça va voir. Tu ne peux plus le faire, en fait. Et faut que ça soit mieux fait. Il y a quand même un moment très court dans ta vie où c'est possible. Il y a quelques opportunités comme ça où, en fait, on peut vraiment faire des changements de vie. Après, en fait, tu as toujours 1000 raisons, 1000 excuses et 1000 trucs qui vont te retenir.
ou du moins la résistance, elle va être beaucoup plus forte en fait pour te bloquer. Parce qu'en fait, les gens qui sont autour de toi, généralement, partagent pas toujours en fait ce que toi tu veux faire ou tes projets quoi, en fait, sur le truc. Ta famille, elle comprend pas forcément. Bref, c'est compliqué et ça devient de plus en plus compliqué avec le temps. Donc, il y a vraiment un moment où c'est jouable. Ouais, carrément, je te rejoins. Plus le temps passe, plus la porte se referme. Alors, c'est pas pour faire un truc de hippie, mais moi, c'est comme ça que je le vois aussi. Plutôt que des fois trop attendre. Je crois que c'est Cyril. Je crois que Cyril, tu as des enfants. Euh, Attends, que je me Ouais, trompe pas, tu es infirmier? Ah non, non, t'es kiné. je suis kiné, je T'es suis kiné. ostéo. Et après, tu vois, ça ne m'a pas empêché de partir avec mon gamin qui a 3 ans, d'avoir fait le tour du monde pendant 8 mois l'année dernière. En Thaïlande, Ah ouais. j'y suis allé 17 fois en Thaïlande. Tu vois, j'ai fait 4 fois Tahiti. Ah Enfin, ouais. je voyage à mort. Et clairement, moi, j'ai un but. Ma femme, elle est comme moi. On veut bouger, quoi. Enfin, même pour notre gamin. Enfin, tu vois, au contraire, avoir un gamin, moi, ce sera même plutôt l'inverse. Je me dis, ça va me pousser à me bouger le cul pour sortir, pour me dire qu'il est une meilleure vie ailleurs, plutôt que de dire, ah, c'est un péché, qu'est-ce qui va se passer si je Je pense que l'emmène tu comme es quand même une exception. Tu as raison, tu as raison, tu as 1000 fois raison, mais je pense que tu es une exception. C'est-à-dire que pour la plupart Ouais, des gens, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire les Oui, gens qui commencent à avoir les enfants, ils se disent on va acheter une baraque, on va s'enraciner en fait. c'est ça. C'est ça qui se passe en fait en règle générale. Et tu as 1000 fois raison effectivement d'avoir cette vision-là, de dire que au contraire, c'est en voyageant que tu auras sans doute des ouvertures d'esprit chez les enfants qui se font beaucoup plus facilement. J'ai des potes qui sont expatriés, qui ont des mômes, mais effectivement, on avait fait une ou deux vidéos là-dessus. C'est souvent plus en fait les parents qui cherchent à se réfugier derrière ça en se disant non, on peut pas partir, il y a des enfants. Ah ouais, tu as raison, il n'y a pas d'école dans le monde en plus. C'est ça. mais tu sais, et Donc, du ouais, coup, non, il y a... voyager en Thaïlande, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux parce que tu vois, ça fait vraiment, ouais, ça fait 15-20 ans, j'ai 39 ans, ça fait depuis mes 20 piges que j'y vais. Et c'est justement là-bas que j'ai vu les premières familles, les premiers gens qui voyageaient avec des enfants en bas âge, qui faisaient des enfants sur place, qui vivaient, qui partaient 6 mois, 8 mois, un an. Ouais, faire des enfants sur place en Thaïlande, c'est pas trop compliqué. Attends, ça a coupé. Excuse-moi, Cyril. J'ai mis ma petite phrase, désolé. Ça a bugué. Allô, allô, C'est moi qui ai Cyril? bugué? Ouais, Ouais. enfin, je crois que vous validez, hein? C'est moi ou c'est Cyril? Non, j'ai Je le crois que même c'est problème. Taco, hein? Ok, vas-y, Ah, je tu suis désolé. relances, désolé. Ouais, excuse-moi. Je te disais en fait que clairement, c'est en voyageant en Thaïlande et en Asie que j'ai vu plein de familles avec des gamins en bas âge et c'est hyper facile et ça t'ouvre les yeux. En fait, tu vois que les gens bougent et en Asie, les gens se posent pas de questions. Tu fais ce que tu veux avec un enfant. Il y a qu'en France, il faut protéger à fond, faut rien faire, faut pas sortir, faut pas aller dehors. Là-bas, tu vis normalement, tu fais ta vie. Les gamins jouent dehors, les familles sont cool, sont relax, tout le monde s'entend bien. C'est vraiment un bel endroit. Ouais, Mm. c'est un bel endroit, c'est une belle vie, mais c'est des trucs en fait qui sont effectivement, je pense que ça a beaucoup changé. En fait, moi, je me souviens des trucs de mon enfance. Alors le truc qui symbolise le mieux, je pense que il y a un spectacle de Blanche Gardin, si vous connaissez Blanche Gardin, elle le raconte très bien en fait tout ce que moi elle raconte des trucs, c'est exactement mon enfance. C'est-à-dire, tu as les parents qui fument avec des goldos, des machins, des gîtes à maïs, qui jettent les chats contre les murs quand il y a trop de chats, enfin, tu vois, tout ça. Donc, en fait, tout ce que j'ai vécu, moi, quand j'étais môme, aujourd'hui, c'est des trucs qui font finir quand t'es môme à la DAS, normalement. On te fait placer, on te change de famille, quoi. C'est impossible. Mais c'est complètement fou, en fait. Et t'es dans un système qui est, je trouve, enfin, là, je regarde le truc, ça me donne le vertige à quel point ça a changé. Alors, il y a des trucs, évidemment, c'est bien qu'on ne pas à côté des mômes, machin, on est d'accord, mais tu vois quand même le côté ultra protecteur qu'il y a maintenant. Je me souviens bon, c'est vrai que j'allais souvent à l'hôpital, mais en même temps, on grimpait sur tout ce qui était grimpable, quoi. Donc, mais c'était formateur, quoi. C'était l'enfance, quoi. Et c'est aujourd'hui, putain, c'est quand même un truc de fou, quoi. C'est le règne par la peur. On en parlait tout à l'heure. Moi, je sais que si j'aurais des gamins, j'en ai pas encore, mais je préférerais les laisser ici tranquillement, aller à l'école et tout, que me dire mon gamin il va tout seul à l'école en France. Je flipperais beaucoup plus en France qu'ici. Mais c'est mon avis perso. Mais j'ai Fred qui a son petit. Il avait cette terreur. Hein. Il me disait, ça faisait 1 an et demi qu'il est là. Il flippait avec sa femme. Ah, putain, ouais, les écoles et tout. Finalement, son gamin, au bout d'1 an, il parle mieux anglais que lui. Il parle thaï. C'est Il pas très est dur. Fred et heureux. l'anglais, C'est vrai. C'est vrai qu'il est pire que moi. Mais ouais, lui, ah, il a mais été ouais, les enfants s'acclimatent bien. Et puis, ouais, mieux.
en plus. Ouais, il s'est mis au taille, il s'est mis. Bref, ouais, non, bien sûr, les enfants s'acclimatent super facilement. Et au contraire, c'est des éponges à cet âge-là, c'est le meilleur moment pour apprendre des langues. C'est pas. Après, tu vois, les mômes qui ont jamais bougé et qui ont jamais parlé anglais, ça se voit, hein, et ça s'entend très vite. En Comme moi. revanche, les mômes, ils parlent 3 langues. Ces 3 langues, ils peuvent les alterner assez facilement. C'est surprenant d'ailleurs à quel point c'est comme ça. J'ai un pote pareil, Cédric, lui, il a ses mômes, il parle français, chinois et anglais. En fait, si tu veux. Donc, et il passe d'une langue à une autre, en fait. C'est assez surprenant. C'est fou, les compétences comme ça. Et ouais, c'est quand ils sont jeunes qu'ils apprennent vite, comme tu dis, c'est des éponges. Donc, ouais, moi, Ouais, j'en c'est le meilleur profiterai. moment, puis ça t'ouvre l'esprit, puis c'est encore une fois, mais même quand tu penses après sur le long terme, des mômes qui ont vécu à l'international, qui ont vu différentes cultures, qui ont vécu dans d'autres cultures, qui parlent 2, 3 langues, et trouver un taf, même si dans l'absolu, c'est pas le truc le plus souhaitable, mais le machin, c'est un boulot, t'en trouves un dans l'après-midi, quoi, en fait. Tu vois. Carrément. Putain. Je sais pas si vous avez des questions, les gars. Allez-y, hein, n'hésitez pas à vous démuter, etc. Il n'y a pas de souci, hein. C'est ouvert. Mutez-vous. Démutez-vous. Yes. Eh ben, ouais, moi j'avais une question pour toi, Seb. C'était où est-ce que tu as un peu voyagé en Thaïlande? Parce que du coup, moi je suis vers Chumphé à Khon Kaen, enfin plutôt à Chumphé vers Khon Kaen. Et ben voilà, Khon Kaen, tu vois où c'est, j'imagine, Ouais. Mais il y a des endroits où je suis jamais allé en Thaïlande pour l'instant. en Mais Isan. parce qu'en fait, pendant très longtemps, je voyageais tout seul et en fait, ça te pousse à rester dans des trucs où tu peux trouver de la compagnie. Donc, ça veut dire qu'en Oui. fait, là où il y a un peu de Tinder, c'est des endroits où je n'allais pas. Là, je vais beaucoup dans des endroits. Ouais. Là, je voyage plus tout seul, donc en fait, je suis moins regardant sur les endroits. Mais après, il y a des trucs il y a des trucs, en fait, où des fois, tu as de bonnes surprises, c'est-à-dire les sentiers battus, machin. Bon, tu arrives dans les trucs, effectivement, c'est bien calé, ces trucs. Après, tu te dis, ouais, il y a trop de touristes. Bon, tu sors un peu des sentiers battus. Alors, autant, des fois, tu as de très bonnes surprises, mais autant, parfois, en fait, tu sais pourquoi les gens n'y vont pas, en fait, en vrai Oui. aussi. Donc, il y a des trucs, de temps en temps, tu n'y vas pas, mais il y a de bonnes raisons aussi. Donc, mais après, tu vois, on n'a pas forcément tous les mêmes goûts, les mêmes besoins, les mêmes envies et les trucs. Et puis, pendant très longtemps, moi, ce qui m'intéresse, c'était beaucoup plus les villes. Au départ, ouais, j'ai beaucoup fait la fête à Bangkok, évidemment. Maintenant, je ne supporte plus Bangkok du tout. J'évite d'y passer, même tout court. J'y passe une fois par an et en chouinant. Sinon, je m'arrête juste à l'aéroport, quoi. Bangkok, pour moi, c'est l'aéroport, mais c'est tout. D'accord. Après, les endroits, tu vois, j'ai plutôt tendance à fuir les touristes. Donc là, bon, ça va, c'est facile. Mais non, un peu partout, je voyage après entre les avions, on utilise beaucoup les taxis, donc je sais pas, ouais, un peu partout, quoi, en fait, sauf quand il y a vraiment rien. Enfin, tu vois, les trucs, les délires campagne, par exemple, ça m'amuse 3 jours, quoi. C'est-à-dire qu'au bout de 3 jours, après, je me fais chier. Et déjà qu'au bout d'une D'accord. semaine, normalement, je commence à m'ennuyer un peu parce que j'ai fait le tour de ce qu'il y a à côté. Et Tourner en rond, quoi. le cerveau a besoin de voir d'autres choses. Donc ouais, non. Pendant longtemps, j'ai voyagé un peu en allant juste, on s'arrêtait quand c'était joli. Je veux dire, je peux le faire en marchant en ville aussi, à Bangkok. Tu as le choix entre 2 rues, tu prends celle de gauche parce qu'elle est plus jolie, celle de droite, et puis tu arrives toujours à découvrir plein d'endroits comme ça. Donc, Ouais. c'est Je une période, en je fait. fonctionne aussi comme ça beaucoup, ouais. Et bah, ça m'a amené là. Mais bon, je suis pas bloqué là du tout, hein. Et Après, Ok. pardon, hmm. vas-y, Paul, excuse-moi. Vas-y, je t'ai coupé. Non, après, je finissais juste. Je vous écoutais, enfin, je t'écoutais parler de ton associé qui est en Nissan, tu disais? Non, ça, c'est quelqu'un qui bosse pour moi. Ouais. Ou ton employé, ouais. Ouais. D'accord, ok. Ok. Et moi, j'ai une question perso. Tu as une copine, du coup? Ce que tu disais tout à l'heure que tu es divorcé. On n'avait pas parlé au resto. Tu as trouvé quelqu'un là en Thaïlande? Ouais, c'est pas le truc le plus compliqué, mais non, mais en fait, c'est au bout d'un moment, en fait, je suis arrivé, en fait, j'étais marié en Thaïlande, je suis arrivé et j'étais marié avec une Française. On était mariés depuis 10 Non, ans. je rigole. Ah, attends, tu connais pas la suite. Alors. Bon, si, tu connais la fin quand même, mais bon, bref, pour faire le cheminement. Donc, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que pendant 10 ans de mariage, on a eu des carrières pro très busy, elle et moi. Et puis, à un moment, je l'ai suivie, à un moment, elle m'a suivi. Et puis là, c'était du coup, on est parti en Thaïlande parce que moi, je pouvais.
Elle bossait à cette époque-là, en fait, à Bercy, ministère des Finances, dans les trucs un peu pompeux, machin, etc. Et donc, du coup, elle a pris ce qu'elle pouvait faire, donc un truc de disponibilité, puis on est parti en Thaïlande, qui était, moi, l'aboutissement, en fait, de pourquoi, en fait, j'avais monté des business sur le net. Et le truc, pour moi, c'était l'aboutissement du bordel, quoi. Donc, on arrive en Thaïlande, et puis arrive un truc qu'on n'avait pas prévu, mais qui finalement était très logique et qui m'en rend toujours un peu cynique quand je vois des couples arriver généralement, c'est que ça marche jamais quand on a un qui suit l'autre. C'est-à-dire qu'il faut vraiment être une expatriation, c'est un truc que tu fais à deux. Tu sais, on a toujours un peu l'image des femmes d'expat qui s'emmerdent et c'est vrai, c'est très très vrai. Et moi, j'étais marié avec une Parisienne, fusionnelle avec sa mère. Alors autant dire que quand on était à Wahin, si tu veux, Wahin, les centres commerciaux, les expos, les buffets, les trucs, ça n'existait plus. Et donc, j'ai vu que ça ne pouvait pas fonctionner. Et là encore, c'était un virage dans ma vie. C'était en une soirée, le switch, ça a été de dire, bon, c'est fini. Parce que c'était pas réconciliable, en fait. Parce que si elle restait, elle allait être malheureuse. Parce que moi, je ne voulais pas rentrer. Si j'étais rentré, j'aurais été malheureux. Et j'en aurais voulu jusqu'à la fin de mes jours. Donc, le seul truc possible, c'était d'arrêter 10 ans de mariage d'un coup en une soirée. Okay. Et donc une fois que tu pars et que tu arrives en Thaïlande, être célibataire avec beaucoup de temps, des moyens financiers corrects et en étant encore dans la fleur de l'âge, tu passes de 10 ans de mariage à forcément le total inverse, donc avec ce que ça implique ici. Donc, c'est concours d'enchaînement et de tout ce que tu peux imaginer, pas de vengeance, mais un peu d'alternance, quoi. Et puis, une fois que tu as fait beaucoup ça, tu te dis que ça serait pas mal que tu reviennes à un truc un peu différent pour faire un peu autre chose. Et puis, c'est ça, en fait. La vie, c'est pas un truc où tu as le droit enfin, les gens voient le fait de changer d'avis comme étant un truc de girouette. Enfin, je sais pas, c'est le truc que j'entendais quand j'étais môme, mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que c'est vraiment l'idée que ce que tu aimes, ton parcours en fait, et ce que tu fais, ça conditionne un peu la nouvelle personne que tu es. Et donc, au fur et à mesure du temps, évidemment, tes goûts, tes envies, tes besoins, ce que tu aimais, tu n'aimes peut-être plus, tu as envie de faire exactement l'inverse, et c'est normal. Et puis, tu apprends aussi un peu à équilibrer les trucs. Au bout d'un moment, quand tu as enchaîné les filles, tu te dis, ouais, bon, une de plus, une de moins, un peu comme d'autres trucs, quoi. C'est un peu pareil, quoi. Donc, ça manque un peu de sens. Et une fois que tu as fait le tour d'un truc, c'est bien de changer, quoi. Donc, en substance, ouais. Maintenant, je voyage donc accompagné. Ok. Oh, moi, j'ai pas du coup fait. Je pense que tu as dû. T'as dû jouer au loto avec le sida plus souvent que moi, mais moi j'ai eu 3 mois avant de rencontrer la mienne là, avec qui je suis depuis 2 ans, où je faisais n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et du coup, tu as dû voir ça, mais encore pire à l'époque. Enfin, à l'époque, il y a 3-4 ans, même plus. J'entends tout le monde me dire, ouais, il y a 5 ans, c'était n'importe quoi. Moi, déjà, quand je suis arrivé, c'était, ouais, on est des on passe, je le dis souvent en live, ça, on passe du mec en dessous de la moyenne à la moyenne en France, et puis tu arrives ici, tu es un 8-9/10, quoi. Donc, Imagine, avant, c'était des mecs qui s'appelaient Jean-Louis, qui avaient 55, qui venaient d'arriver à la retraite. Hein. C'est ça, en fait, voilà, aussi, en Thaïlande. C'est-à-dire c'est que pendant ça. longtemps, tu avais Helmut, bon, tu en as toujours quelques-uns, hein, mais l'évolution, c'est l'évolution. Les filles, elles ont compris aussi que finalement, elles pouvaient trouver des mecs qui étaient plutôt plus proches de leur âge, qui étaient quand même un peu plus décents qu'avoir Helmut et qui offraient les mêmes avantages. Hein. Donc, Oui, il y a eu ça quand même en évolution fondamentale dans le truc. Donc, ouais, ouais, c'était vraiment n'importe quoi à d'autres époques. Cambodge, ça a été n'importe quoi. Enfin, ouais. Pendant longtemps, j'ai fait beaucoup de voyages aussi dans des endroits où les trucs ont changé depuis, mais parfois, c'est pas plus mal. Quoi. Il y a des trucs un peu. Ça faisait partie du folklore, mais des machins un peu glauques. Quoi, quand même. bah, au moins, tu as tout testé, quoi. On t'a vraiment mis la main dans le cambouis, Oh, quoi. C'est ça qui est bien. pas tout, Bah malheureusement. ouais, J'ai jamais tout testé. J'ai testé un heureusement. certain nombre de choses et suffisamment pour ne pas avoir de regrets sur les trucs. Mais c'est Ouais. ça, en fait. L'idée, c'est que ce que tu fais pas ou ce que tu réfrènes pendant un temps, c'est les mecs qui arrivent, qui pètent les plombs en Thaïlande, qui arrivent à la retraite, qui laissent tout ce qui passe. C'est juste une vie de frustration qu'ils évacuent, en fait.
c'est normal, l'humain est comme ça en fait. Donc ouais, quand tu n'as pas eu de thune et quand on a, bah, tu flambes et c'est normal. Puis au bout d'un moment, tu comprends, mais tu le fais pour tout en fait. Tout est comme ça. Donc en réalité, tu as besoin et c'est bien en fait. Sans déconner, le meilleur truc de développement personnel que tu puisses faire, c'est que tu fais une année en Thaïlande et tu attrapes tout ce qui passe. Après, tu rentres, tu n'es plus le même bonhomme, quoi. Carrément. Carrément. Je valide. Mais les gens en Europe vivent avec le scarcity quand même. Pas ça. C'est quand tu arrives ici, tu es dans une espèce d'abondance. C'est-à-dire que en France, tu trouves une nana, putain, il faut la garder, il faut machin. En plus, si tu es à la campagne, déjà, il n'y en a pas beaucoup. Enfin bref, tu es quand même dans un truc où en fait, tu es très dans le manque permanent. Ici, tu arrives et tu comprends qu'en fait, il n'y a rien qui manque. Tu veux des nanas, il y en a une différente tous les soirs. Tu peux en avoir une différente tous les soirs. Et si tu veux qu'elle vienne avec sa sœur, c'est possible aussi. C'est vrai, carrément. Tout est possible. Et en fait, c'est juste, en fait, ton cerveau, ça le fait pivoter vers un mode abondance. C'est-à-dire qu'en fait, mais tout ce qu'on t'a dit, que ouais, non, c'est machin, ouais, non, en fait, c'est juste une question d'endroit, de volonté, de moyens, et les moyens, ça doit les créer, quoi. L'avantage ici, c'est encore une fois que le modèle, il est cash, quoi. Tu as de l'argent, en fait, tout est possible. Tu n'as pas d'argent, bah, rien n'est possible, quoi. Voilà. Voilà, donc tu travailles plus et puis tu retentes ta chance. C'est comme ça. Mais c'est vrai que le côté scarcity, comme tu dis, ah, tu sais, avec la France, ah, t'as ton CDI, ah bah non, je peux pas quitter la France. Ah bah ouais. Moi, je me rappelle, j'ai eu des copines en France, c'était par intérêt. Ah ouais, bah, elle était dans ma même classe de CAP bijouterie. Tu vois, il y a ce truc où tu vois, t'es ici, non, comme tu dis, tu me fais chier, bah casse-toi, putain, vas-y, Tinder. Et c'est comme ça. Moi, c'est vrai elle a cette ska. Pourtant, c'est un bon morceau, mais moi, je le dis souvent, ouf, si tu me fais chier, il y en a d'autres, hein. Et elle a compris ça. Du coup, ça me donne aussi encore plus de. Elle est encore plus chiante finalement parfois, mais bref. Mais c'est toujours intéressant ce côté libre. Comme tu disais au début tout à l'heure, on se sent beaucoup plus libre de faire ce qu'on veut et surtout ce qu'on recherche, quoi. C'est ça qui est vraiment intéressant. C'est intransigeant et plus concentré, du coup. C'est-à-dire qu'en France, en fait, il faut négocier sur tout. C'est un truc, en fait, maintenant, je suis devenu. C'est pour ça que je ne peux pas retourner vivre dans un pays occidental et vivre avec une occidentale, parce qu'en fait, ça durerait une demi-heure, quoi. C'est le truc, je suis intransigeant, en fait, sur les trucs. C'est-à-dire, ouais, mais ça, je ne veux pas le faire, ça me fait chier. En fait, tu vois, les gens, ils disent, ouais, mais, enfin, je sais pas, mais pas. Il y a un truc, j'ai grandi avec ces histoires-là, avec le machin, ouais, tu ne peux pas faire ça, ou alors faut le faire par politesse. Je fais que ce qui m'amuse, moi, c'est tout. C'est la politesse, c'est une notion en fait très variable en fait. Et puis les choses que tu fais par politesse, généralement, c'est juste une manière gentille de dire faut te forcer à le faire, quoi. Mais tu vois, fallait voir l'attente que tu pouvais pas blairer, qui te blairait pas non plus, juste par politesse, quoi. Ça sert à rien. En fait, j'ai appris avec le temps à être très détaché par rapport à ça. Ici, ouais, ça te fait chier, ça te fait chier, tu le fais pas. Et ici, en fait, tu négocies pas, quoi. En fait, sur les trucs avec les filles, les machins, les activités, de temps en temps, je donne. En fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est l'illusion du choix. C'est tu préfères A ou B, mais c'est toi qui as choisi A et B, quoi. Si c'est C, D, E, F, machin, ça marche pas. Voilà, tu précastes et puis les gens sont contents parce que tu leur donnes l'illusion du choix. En fait, c'est après, si tu laisses les gens choisir, en fait, c'est toujours, tu es dans un truc, ah, ça me fait chier. Alors, si ça fait chier, autant pas le faire. Ouais, carrément. Et ça, j'ai le même état d'esprit, mais tout le monde n'a pas ça. Moi, je pense que j'en sais rien d'où ça vient, mais moi, je suis comme ça aussi. Comme tu dis là, typiquement, hein, le repas de famille ou par exemple, t'as pas envie d'aller, mais pourquoi t'y vas? Ok, c'est la famille, voilà, mais pourquoi t'y vas? Si c'est pas bon, t'as pas envie d'y aller, mais vas-y pas. Je sais pas, hein. Moi, c'est les papiers. Moi, les papiers, ça me casse les couilles, mais vraiment à un niveau où je peux faire une dépression. Et ben j'en fais pas. Bah maintenant, du coup, je peux payer quelqu'un pour les faire. Et on a l'illusion, bah, toi qui connais bien ça, on en parlait avec les papiers, une société en France, etc. Mais ça te fait chier et puis c'est pas rentable pour toi et ton business, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, et moi j'ai ça aussi, c'est-à-dire que tout ce qui me fait chier, je ne le fais pas. Voilà, point barre. Par exemple, elle me parle souvent du mariage. Je lui dis, mais pour moi, c'est de la merde. C'est une case dans les cultures, dans les sociétés. Moi, j'en ai rien à foutre. Je le ferai éventuellement un jour, mais pour des papiers. Et pour le reste, enfin, moi, c'est ce que je dis, j'ai pas besoin de me marier avec toi pour montrer à toi ou ta famille que je tiens à toi. Je veux dire, comprends ça, c'est débile. Moi, je trouve ça débile. Et elle ne comprend pas encore. Ça fait 2 ans que je la.
Et tout le monde n'arrive pas, tu vois, à sortir des Les moules. nanas, elles ont quand même deux trucs ici en Asie. C'est si tu leur ôtes, en fait, enfin, il y en a un principal qui est derrière le mariage, c'est les enfants, parce qu'en fait, ils servent à Ouais. ça ici. C'est-à-dire que le rôle quand même des femmes, c'est de s'occuper des enfants. Si elles ne sont pas carriéristes, en fait, en substance, donc ça veut dire qu'il ne reste que ça. Si tu leur ôtes la maternité, qui est juste la conséquence logique du mariage, en fait, tu nies leur utilité. C'est un peu le truc sous-jacent, quoi. Mm. C'est vrai, vu comme ça, ouais. Eh ouais. Je sais pas si. Attends, on a encore. Oh, on est bien 20 là. Si vous avez des questions, les gars, allez-y, hop. Attends, je me mets en mode speaker view. Hop là. Ah ouais, on a encore un bon petit paquet. Ah, salut Walid. Je crois qu'il n'était pas là tout à l'heure. Pas vu. Petite citation de Davy. Davy, c'est l'expert des citations. Les hommes n'étant pas dotés des mêmes capacités, s'ils sont libres, ils ne seront pas égaux. Et s'ils sont égaux, c'est qu'ils ne sont pas libres. J'adore. C'est ça. Et bon, je sais au niveau, il Tu y en a vas me beaucoup qui se dire, posent des. Hein? tu vas me dire, Putain, Ah, Cyril, ça bug. ça bug. Attends. ça dépend, mais en fait, on peut vivre tranquillement. Oh, putain, ça rebug, ça relag. Excuse-moi. Ouais, 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 ça recoupe, je suis désolé. Pas de soucis. Ouais, j'ai encore une question un peu con et comme tu disais, pragmatique. Tu vas me dire, ça dépend. Je connais ta réponse, mais j'en veux un peu plus. Concrètement, pour vivre tranquillement, correctement en Thaïlande, maintenant que vous êtes deux, à vivre peut-être des vies différentes avec des revenus différents. Pour vivre décemment, quand je dis décemment, c'est-à-dire pouvoir profiter de la vie, une maison sympa, des loisirs sympas, ça représente quoi comme budget? Combien il faut gagner? Est-ce que c'est un... Alors, pour te faire plaisir, puisque tu l'as dit, ça dépend. Ça Ah, dépend de ce que tu entends par décent. Ça dépend de ce que. Bah, je vais te donner une fourchette, une baraque, tu vois. Une baraque à Konken ou une baraque à Pattaya, c'est pas le même budget. Enfin bref, pour faire très simple et très schématique, à partir de 5 000 euros, tu te poses plus de questions de savoir où tu voyages, où tu habites, où tu D'accord, manges pas, où tu mets tes enfants à l'école, etc. Voilà, ça donne un truc au très bien. moins. Après, il y a des mecs qui vont me dire, ouais, moi, je peux vivre avec 453 euros. Ouais, tu survis, peut-être, je dis pas, mais c'est après, suivant ce que tu fais, tu vois, mais en substance, à 5000 balles, tu ne te poses plus de questions, quoi. En fait, c'est ça. Ouais, c'est ça la question, en fait, tu as raison. À partir de combien tu te poses plus de questions? C'est tout ça. Et par mois, Ouais, en Thaïlande, hein, ouais. honnêtement, je suis même pas sûr que je les dépense, moi, par mois, en fait. Moi non plus. Moi ici, en fait, je regarde même pas, quoi. Pour être franc avec toi. Je regarde même pas. Tant qu'en fait, j'arrive à faire ce que je veux. Là, en ce moment, par exemple, tu vois, je suis à fond dans. J'aime bien la crypto. Je mets de côté parce que j'aimerais donner de l'argent à mon frérot pour qu'il fasse une villa à Tahiti. Mais tant que je peux faire tout ça, je regarde pas mes comptes et je stack. Mon portefeuille crypto augmente parce que on pourra en parler un petit peu à la fin. On a parlé un peu crypto. Tu es aussi un petit peu dedans. On est beaucoup Cyril aussi et Paul aussi en font un peu. Il y en a quelques-uns d'autres qui sont dedans. C'est intéressant, hein. Ça peut être une fin de live intéressante. Mais moi, là, par exemple, tu vois, dans la villa où je suis, petite piscine, 2 chambres, dans une résidence 100% sécurisée. Ma nana avait peur pour ça. On a une caméra dans chaque coin de rue, tout ça. 2 gardiens dans des petites guérites, 800 balles par mois. Euh, c'est ridicule, je trouve, pour le confort, tout ça. Un petit peu plus, etc. Ça fait, bon, on est en confinement, donc je paye beaucoup moins cher que en temps normal. Mais ça, plus compter environ 20 balles par jour, 20-30 balles, un peu plus, en mangeant très bien. Compte un petit massage des pieds une fois tous les 2 jours, parce que il me le Ouais. faut. Ouais, moi, peut-être que je dois dépenser à Pattaya 3 000, 4 000, et encore, je sais pas, je regarde pas, mais je pense que c'est pas plus que ça, quoi. Et je regarde pas. Et à Bangkok, c'est plus cher, je pense. Moi, j'ai vécu à Bangkok Ouais, bon, 2 toi, c'est ans. plus cher, mais tu sors plus, tu fais plus de trucs. Après, tu Voilà. vois, 5000, tu peux voyager en permanence en Thaïlande, hein. C'est possible d'être super souple. Et encore une fois, ouais, bon, là, c'est beaucoup moins cher, effectivement, mais je ne prendrais pas non plus une ville à 3 chambres pour 2 personnes, quoi. Enfin, tu vois, là, il upgrade. En même temps, je ne peux pas te dire que ça ne me sert à rien. J'aime bien l'espace, mais il y a 2 chambres que je peux occuper, quoi. Donc,
la vue est plus jolie généralement, c'est sûr. Mais en substance, allez, quand tu voyages, même à temps plein, 100 balles par jour, t'es bien, quoi, déjà. Tu vis où, toi, Sébastien? Moi, j'ai une base, en fait, pas très loin de Pattaya. Et après, je suis toujours en vadrouille, quoi. Je passe, tu vois, je suis parti il y a pratiquement 2 semaines. Ouais, ouais, c'est ça, il y a pratiquement 2 semaines. Et puis là, je sais pas, je vais rentrer dans 3 semaines ou un mois, ou comme j'en aurai marre, quoi, en fait. J'ai besoin d'une adresse, en fait, parce que moi, j'ai pas de chez moi ailleurs. Il faut des papiers, il faut des trucs, il faut un endroit où tu vis, quoi. Mais j'ai un loyer, ça me coûte 500 balles. Moi, c'est un endroit, voilà, où je rentre avec plaisir. Mais après, si j'ai pas envie de rentrer, je rentre pas, quoi. Des fois, je bouge pas pendant 2, 3 semaines. Et puis des fois, je passe une semaine de temps en temps, quoi. Mais c'est la magie du truc, quoi. C'est ça en fait, c'est vraiment la liberté absolue. C'est ça. C'est en fait quand tu pars avec un sac à dos et que tu te dis, OK, je rentrerai quand je veux. Les gens se posent la question, machin, les fringues, les trucs. Je pars avec 7 kilos, moi, dont mon ordi. Donc, c'est 7 kilos. Ça peut paraître beaucoup et pas beaucoup, mais c'est suffisant pour moi pour ne pas avoir besoin de me poser la question de quand je rentre. C'est avec 7 Ouais. kilos, en fait, je peux partir aussi bien 3 jours que 3 mois. Et c'est ça, en fait, le truc, c'est un bon équilibre pour moi parce que ça me permet d'avoir juste tranquille. C'est même pas une tranquillité d'esprit, c'est juste je sais pas, tu voyages pas pareil quand tu te dis, en fait, il y a rien qui m'oblige, en fait, sur le truc. Tu vois, la plupart des gens, ils se disent, OK, je prends mon billet d'avion et puis je vais avoir 15 jours et puis le planifie 3 mois avant parce qu'il y a les congés et puis les trucs. En fait, le but du jeu, c'est de plus avoir de contraintes ni de règles. Tu es là parce que tu as choisi de l'être et puis tu rentreras quand on en aura marre, c'est tout. Et si demain, en fait, le machin que tu avais pris ne te plaît pas, bah, tu annules et puis tu pars ailleurs, quoi. En fait, c'est un peu ça la philosophie du truc. Alors, c'est un effet presque pervers maintenant qui fait que je m'ennuie assez vite des endroits, quoi, mais il y a pire dans la vie, quoi, en fait, comme problème. Mm. J'ai Yvan, tu dois le connaître, Yvan. Il est pareil, il me disait, il passe 2, 3 jours dans un endroit, il a envie de changer. Lui, il change des Airbnb à chaque fois. Moi, je suis un peu pareil, mais beaucoup moins. Euh, Moi, j'aime bien quand même avoir une base, surtout parce que je suis un gros geek et tu vois, j'aime bien avoir ma petite base de travail, etc. Mais je sais que, comme toi, des fois, enfin, quand je pars en Thaïlande en vacances, j'étais parti à Phan Gan, j'avais pas prévu d'aller à Samui. Je me suis arrêté à Samui, je n'étais jamais allé. Je dis, putain, c'est joli. Bah, attends, viens, on s'arrête. Et on est resté 4-5 jours parce que tu avais envie. Tu n'avais pas de, ah, demain, enfin, lundi, je reprends le boulot. Non, non, c'est toi le patron. Tu as ton ordi dans ton sac, ton boulot, ta life, c'est la CB. Euh, voilà, quoi. Et je leur montrais, je sais plus qui c'est qui était là. Je vous montrais, voilà, ça fait 2 ans, là, j'ai que ça. En termes de papier, j'ai photocopie carte d'identité, et encore, tu peux le scanner en ligne. Euh, mais, euh, mais, euh, mes réussites de mission qui servent à rien, hein, c'est concrètement de la merde. Mes points positifs, mes papiers pour mes sociétés et un copie livret de famille. Et j'ai que besoin de ça. Et encore, j'en prends trop. Mais voyez à quel point, juste avec une CB et quand tu travailles en ligne, ton ordinateur, tu fais ce que tu veux, quoi. C'est C'est un ça. blocage que j'avais avant. Moi, j'étais calqué avant. Je me rappelle, je recevais mes fiches de paye, petit arrêt maladie. Ma mère me disait, mais stocke-les. Là, tu mets tes fiches de paye. Et au bout de 4 ans, j'avais fait quand même, non, 4. En tout, j'ai travaillé 8 ans dans le civil. Enfin, 4 ans dans l'armée, 4 ans dans le civil en bijouterie. Tu te retrouves avec ça. Attends, j'ai plus ça de piles de papier, ça de fiches d'imposition. Mais à quoi ça sert, quoi? Faut arrêter là. On est en mode virtualisation, les gars, maintenant. Faut plus stresser sur ça. Et en fait, on n'a pas de contraintes si tu veux voyager. Enfin, moi, c'est comme ça Ouais. que je le Ah, vois. clairement. Tu vois, autant j'aime bien cuisiner, donc ça demande quand même des trucs. Des Ah trucs, ouais. des matos et machin. C'est pour ça que j'aime bien avoir un chez moi aussi. C'est-à-dire, ça te permet d'avoir, en fait, de bosser. Après, honnêtement, c'est juste une question de pognon, quoi, en fait. Quand tu es en mode, bon, j'ai pas de thunes, tu vas pas prendre un appart qui te sert une semaine par mois, quoi. Quand on a un peu rien à foutre, en fait, c'est pas grave. C'est ça, en fait, le truc. Donc, la vraie liberté, c'est juste le cash, quoi, en fait. Et Et la réalité, elle est un peu comme ça, quoi. mais du coup, je rebondis sur la crypto. Euh, Moi, ça fait que je connais depuis très longtemps l'aspect blockchain, etc. Ça m'a intéressé. J'en parle depuis très récemment
aux gens dans la masterclass, parce que bon, on est axé sur le SEO, etc., générer du trafic, des visiteurs, tu connais très bien, on ne va pas te le présenter, hein. Pour moi, c'est un moyen très, très simple d'arriver à se construire quelque chose en ligne de solide. C'est ça que j'aime bien avec ce profil-là. On a tout ce qui est partie média buying, etc. Mais moi, j'introduis doucement la partie crypto parce que personnellement, j'y crois. Je connais des gens qui y ont cru depuis très longtemps et ça a très bien payé pour eux. Et pour moi, c'est un petit peu je pense toujours à investir dans l'immobilier, la bourse, etc. Mais la crypto, ça me paraît intéressant pour comment je pense que va évoluer le monde. Toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Euh, Tout ce qui est J'ai un associé crypto, qui est etc. dev, en fait, et on en parlait hier sur un truc, c'est que lui, il est en train de se pencher un peu dans tout ce qui est smart contract, etc. Et ce que les gens, en fait, ont comme vision des cryptos aujourd'hui, c'est essentiellement l'argent facile et rapide, quoi. En fait, tu mets crypto, ça veut dire Bitcoin, ça veut dire x4 Ouais, sur l'année, quoi. En fait, mais c'est pas ça. La vraie révolution qui nous attend, c'est celle de la blockchain. Ce qui est un peu différent, en fait, c'est tout autre chose d'un point de vue plus général que ça. Et lui, il me disait un truc qui était assez ouf, mais il me disait, avec les smart contracts, en fait, alors ça peut être un truc qui va se faire facilement, mais tu pourrais élire un président, en fait, avec des smart contracts. C'est-à-dire que ça pourrait, effectivement, te permettre de gérer un gouvernement qui soit vraiment, pour le coup, démocratique, qui soit pas proportionnel. Tu peux aller aussi loin que ça, en fait. Tu as des professions comme les notaires, comme les avocats, comme des gens comme ça dont tu n'as plus besoin, en fait. Tous les systèmes qui sont verrouillés par des administrations, tout, en fait, le fonctionnement du monde tel qu'on le connaît, les cadastres, les états civils, en fait, tout ce qui régit la propriété, tout ce qui nécessite un transfert, en fait, quand tu regardes bien, un tiers de confiance est remise en cause totalement. Alors, pas encore aujourd'hui, mais fondamentalement, c'est ça ce qu'il y a derrière la blockchain. C'est-à-dire que on est vraiment sur un truc qui est, quand tu y réfléchis 2 secondes, beaucoup plus puissant en implication potentielle que Internet n'a changé nos vies jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que les transformations profondes que ça peut enchaîner, en fait, sont tellement hallucinantes que ça va vraiment être une possibilité. Alors, je dis une possibilité parce qu'il va y avoir beaucoup de résistance, beaucoup plus que celle qu'on a pu connaître jusqu'à présent à ce type de modification, évidemment. Quand tu te dis que ça peut faire disparaître ou du moins rendre totalement caduque et inutile les franges entières, tu vois, les administrations, les trucs, ça ne sert plus à rien, en fait, puisque tu as tout un truc qui est centralisé, qui a plus de raison d'être, vers la décentralisation. Enfin, c'est tout ça, en fait. Et donc, dans un monde idéal et parfait, la blockchain, ça serait une solution miraculeuse, effectivement, à plein de problématiques aujourd'hui. Fondamentalement, encore une fois, toutes les évolutions et toutes les révolutions comme ça génèrent du sang. Alors, il va y avoir des opportunités intéressantes. Les cryptos, ça en fait partie. C'est la partie opportunisme du truc. Faire de l'argent avec les cryptos, c'est simple, effectivement, parce qu'en ce moment, tout monte. C'est un peu comme les mecs qui sont des génies qui t'expliquent qu'en fait, ils ont fait x3 avec la bourse sur une année où tout le monde a fait x3, quoi. En fait, tu vois, après, il y a vraiment des mouvements qui vont être plus importants que ça. C'est-à-dire que là, le bull run de 2021, bon, il va se terminer normalement en 2021. Après, ça va retomber sur l'attention générale, du moins. Mais il ne faudra pas perdre de vue que la blockchain, c'est plus profond que ça, que les cryptos, elles sont plus profondes que ça. Et que même s'il n'y a plus d'argent à faire, l'argent facile, parce que c'est de l'argent facile, le vrai western, il n'est qu'au début. C'est-à-dire que les trucs qui seront construits, qui sont intégrés dans la vie des gens d'ici 5 ans, ils vont se construire là, maintenant, en 2022, quand il y aura moins de monde qui sera dessus, à se branler la couille sur les taux, enfin, tu vois, sur ce que rapportent les cryptos, en juste sur les cryptos. C'est-à-dire que derrière ça, en fait, la vraie révolution, elle est derrière. Elle est derrière, c'est un peu le train qui est caché par la diligence, quoi. C'est à peu près ça. Donc, le machin, ça va être, à mon avis, gigantesque. Ça va prendre du temps, mais il y a des opportunités de ouf qui vont naître. Et comme dans tous les Far West, en fait, c'est toujours les pionniers qui sont les mieux récompensés. Quand tu prends les gens qui sont aujourd'hui les GAFAM, ils étaient quand même au tout début du bordel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une forme d'évidence, mais en 98, 99, je crois que c'est Bezos, il a lancé en 99. Bezos, il bossait dans un fonds de pension où je crois, en fait, il avait un job, c'était. Le mec, il a quand même un parcours. En fait, c'est un mec c'est une grosse tête. Il me semble qu'il a fait un truc comme Princeton, qui bossait dans la finance à New York. Et le mec, tu vois, en 99,
il a tout plaqué pour monter une putain de librairie en ligne. Bon, aujourd'hui, quand tu dis ouais, c'est Amazon, ah ouais, quand même. Ouais. Bah, à l'époque, je peux te dire que tout le monde lui a chié sur la gueule et pas qu'un peu, quoi. Enfin, tu vois, Carrément. c'est ça en fait. Mais les mecs qui étaient au tout début, alors bien sûr, il y en a plein qui n'ont pas survécu. Il y a des mecs qui ont fait des erreurs monumentales. Yahoo, à une époque, aurait pu racheter Google, machin. Enfin bon, ça fait partie de la mythologie du Far West. Mais n'empêche que les mecs qu'on voit aujourd'hui qui évoluent, et quand je dis qui évoluent dans l'écosystème, c'est tu vois, les mecs comme Peter Thiel, des mecs qui ont aidé à créer certains empires. Tu as des mecs qui étaient là, qui ont fait juste les réseaux, c'est-à-dire Facebook. C'est Facebook parce qu'il y a des mecs qui étaient là aux bons endroits, des mecs qui étaient des mecs qui avaient les connexions, les réseaux. Il n'y a pas que Zuckerberg, quoi. Il y a tous les gens qui ont aidé à faire pousser ça. Tous ces mecs-là, en Ouais. fait, sont arrivés au tout début du bordel. En fait, c'est toujours la réalité. C'est-à-dire que le mec, il arrive avec sa pelle, il a fait un peu un trou, il a trouvé une pépite. Après, il n'a peut-être pas fait la plus grosse pépite que toi, tu connais. Peut-être que c'est lui qui a ouvert la boutique de pelle, il a refourgué à tout le monde après qui est venu creuser. Peut-être que c'est lui qui était juste l'épicier, machin. Bref, tu vois, c'est un peu ça, en fait, le Far West. Ça a été le cas sur le net et sur la blockchain. Ça sera la même chose exactement. Te dire ce qui va marcher, ce qui restera. Évidemment, le Bitcoin va rester. Ethereum, parce que ça sert beaucoup en moteur pour d'autres choses. Ce n'est pas juste la question que c'est une valeur refuge comme le Bitcoin. Si on compare souvent le Bitcoin à l'or, l'Ethereum à l'argent, l'argent, c'est un peu une erreur dans le sens où c'est vraiment une application opérationnelle qui est en pleine mutation et qui sera opérationnelle en 2022. Normalement, là, en fait, c'est le bordel parce que ça avance pas, ça génère pas assez de transactions à la minute, du coup, c'est des frais chers. Enfin bref, mais tout l'écosystème, toute, ce que ça permet de construire, en fait, c'est ça qui fait la valeur de l'Ethereum, pas son cours actuel, pas le fait que ça soit la deuxième capitalisation derrière le Bitcoin en pensant que c'est l'argent par rapport à l'or. C'est pas ça, en fait, le vrai truc. Mais toujours est-il qu'il y a énormément de projets. Il y a plein de projets qui vont évoluer. Là, ils sont tous en train de se prendre le truc avec les NFT. Voilà, bon, ça, c'est un truc à la con. Et il y a des trucs qui sont vraiment intéressants autour de ça, je trouve, et qui vont Ouais. solutionner des problèmes. Tu as les Moi, problèmes je suis sur. intéressé sur les. Moi, je lis les projets en fait. Par exemple, toi, par exemple, toi qui as vendu de l'immobilier en étant en Asie, bah, Ouais, imagine 2 secondes que ça aurait été sur la blockchain. Tu passes un coup de fil, boum, c'est plié quoi. Plus besoin de notaire en fait. ouais, c'est ça. C'est Et c'est ça. ça, moi, là où je vois qu'en fait, c'est intéressant. Pareil, il y avait eu, je regardais un truc de Asher, c'est un YouTuber, un petit jeune vraiment super intéressant, qui partageait l'info comme quoi AXA Assurance avait mis en place un système sur la blockchain pour rembourser les billets d'avion. Tu sais, plutôt que d'avoir à faire, voilà, passer des coups de téléphone à l'assurance, 30 jours d'attente pour la réponse, le RIB, machin. Là, c'est automatique, c'est sur la blockchain. Tel avion annulé, boum, moins 30%, remboursé, instant. Et il y a déjà de la grosse société qui est dedans. Et j'ai Ouais. encore des potes qui me disent, Martin, qui a créé Dr Tech, qui a un gars avec un très smart, etc., qui me dit à chaque fois, je ne comprends pas. Pour moi, ça ne sert à rien, la blockchain. Je ne comprends pas, mais moi, je vois vraiment un intérêt. Après, je ne sais pas, moi, ça me botte, mais je ne comprends pas. Il y a des gens qui sont encore là à dire euh, non, ça va se casser la gueule, c'est une bulle. Mais parce qu'ils croient encore, comme tu dis, au côté argent. Beaucoup C'est pensent pas le seul que. truc, mais c'est aujourd'hui, on est clairement dans une bulle, on est au milieu d'un bull run, donc évidemment qu'il va y avoir un truc qui va exploser. Mais encore une fois, l'histoire nous a montré, quand tu fais le parallèle avec Internet, on en avait parlé la dernière fois, c'est que à l'époque, quand tu as vu 2001, 2005, les trucs, enfin, tu vois, tous les géants, ils sont pas nés à un moment. Des mecs qui ont spéculé sur les boîtes qui se montaient à l'époque sur le net, c'était la même chose. Les mecs, ils étaient tous comme des oufs. Acheter de l'action de eBay ou je sais pas quoi, ou d'Auckland ou un truc. Tu vois, les mecs, ils avaient du Yahoo, des trucs. Yahoo, ça vaut plus rien en fait. Mais bref, c'était la même chose exactement. C'est-à-dire que tu as eu la même. Les mecs n'étaient pas passionnés par les projets, comme la plupart des gens qui achètent du Bitcoin aujourd'hui, là, tout de suite, maintenant, n'ont rien à secouer en fait. Ils sont juste là pour essayer de faire un billet, quoi. C'est tout. Mais fondamentalement, il y a derrière ça, comme à l'époque, il y a les prémices des implications technologiques qui changeront un peu les applications. C'est vrai que quand tu regardes les trucs, ça semble évident aujourd'hui, mais quand tu regardais en 2007, quand j'ai clôturé mes boîtes pour me lancer sur le net, personne ne comprenait en fait à quoi ça servait. Je disais, mais tu vas gagner de l'argent comment? Mais parce que personne ne gagnait de fric avec le net à l'époque. Aujourd'hui, c'est évident. Ah, tu crées un site, machin, des trucs. Ouais, non, à l'époque, ça n'existait putain de pas, quoi. En fait, il fallait inventer ces trucs-là, quoi. Et à l'époque, l'affiliation, personne n'en parlait. Tu avais bien quelques Américains, un truc, et c'est tout, en fait. C'était vraiment très obscur. C'est la même chose aujourd'hui. C'est-à-dire que pour plein de gens, en fait, l'utilité de la blockchain, elle est tellement obscure
qu'elle n'est pratiquement pas palpable, quoi. Alors que ça va être effectivement comme le net aujourd'hui, c'est tellement évident. T'imagines le monde sans avoir un smartphone connecté à Internet? Impossible. Ouais. À quoi elle va ressembler ta journée sans ce truc-là? Moi, je l'ai vécu avant, mais tu vois, c'est devenu tellement évident que tu te dis, ouais, bien sûr, c'est évident maintenant. Ouais, bah, la blockchain, ça va être la même chose. Ça prendra 5 ans, ça prendra 10 ans. Il y aura des trucs qui vont flopper, évidemment. Il y a des machins qui vont être révolutionnaires, qui se font tuer dans l'œuf parce que trop révolutionnaires et que les gens créeront de la résistance contre le changement. Mais en soi, la blockchain et tout ce que ça va apporter, c'est-à-dire une époque différente qui va être vraiment, là pour le coup, si tu veux parler de démocratie, ça va être vraiment beaucoup plus démocratique. Mm. Et, ouais, c'est encore une fois, je pense, un tournant technologique qui est passionnant. Il aura plus d'incidence, à mon avis, dans notre vie là, concrète dans les 15 ans qui viennent, plus qu'une intelligence artificielle qui va tous nous tuer, quoi, par exemple. Ouais, je pense aussi. Là. Il y a deux révolutions intéressantes en ce moment. Il y a la conquête spatiale aussi, qui est passionnante pour d'autres trucs, mais ça, c'est plus long terme. La blockchain émergera avant pour des raisons évidentes en fait d'utilité. C'est tout le monde ne partira pas dans l'espace dans 15 ans, ni dans 20 ans, ni dans 30 ans. Mais la blockchain sera présente dans ton quotidien comme l'est Internet, à mon avis, là, dans les 10 prochaines années, parce que les États vont y venir, parce que commence déjà à le faire, et puis parce que ça va de plus en plus prendre sa part, qui est un fonctionnement qui est logique, en fait. Mais moi, je pense, alors, je suis futuriste, hein, mais moi, je suis un geek, j'adore ça. C'est pour ça que je m'intéresse aussi à ça pour tout ce qui est partie espace. Si je veux me payer une petite vue Terre dans 10 ans, il faut faire de l'argent parce que la navette et puis l'hôtel sur place, puis le resto sur place, ça sera pas cheap. Donc moi, tu vois, c'est aussi ma carotte pour charbonner, continuer à faire des nouveaux sites, etc. Parce que l'évolution, moi, j'ai envie de voyager dans l'espace. Au moins autour de la Lune, tu vois, si on peut, ça pourrait être sympa. Et je serais tellement traumatisé si ça arrive et que je me dis, oh putain, j'ai pas assez d'argent, mais putain, j'aimerais bien y aller. Non, donc autant commencer, tu vois. Ouais, moi, je vois bien une bonne évolution. Et je pense que moi, personnellement, mon avis, c'est que la blockchain va faire en sorte qu'on va pouvoir accélérer le processus. Parce que, par exemple, Elon Musk, qui est vraiment la tête dans le guidon là-dedans, c'est quoi ces brides? C'est l'argent. Et avec la blockchain, l'avantage, c'est qu'il y a des actions qui peuvent être faites, qui pourront être faites beaucoup plus rapidement. Des accords, je ne sais pas, des transferts de fonds, j'en sais rien. Tout pourra être fait beaucoup plus rapidement. Et j'écoutais un podcast de Michael Saylor, que vous connaissez tous un petit peu sûrement. Et lui, il a trouvé une façon très simple de décrire la blockchain. C'est comme un pont. Tu as 2 îles, par exemple San Francisco, et je ne sais plus à quel pont il relie ce foutu pont. Mais c'est simple, il n'y a pas de pont. Donc, sans pont, il faut prendre le bateau. Et s'il faut prendre le bateau, c'est 2 fois plus de temps, voire 4 fois plus de temps. Et tu as 2 choix. Soit tu prends le bateau, tu vas trouver du boulot, soit tu restes à la maison. Et l'avantage avec le pont, c'est que tu y vas en 15 minutes. Du coup, tu as vraiment plus envie d'aller au boulot. Il a trouvé l'exemple comme ça, de se dire, en fait, c'est un pont. Ça te fait gagner du temps. Le temps, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'information, etc. Donc, je pense que la blockchain va faire en sorte qu'on puisse accélérer sur l'évolution. On parlait avec Johan la dernière fois de Econ City. Je pense qu'on la verra bientôt, mais c'est un projet trop intéressant. Ça va peut-être pouvoir aider à faire exploser l'Afrique, je pense, j'espère. Bref, on a plein de projets intéressants qui vont être calqués sur le modèle en ligne. Donc voilà. Ouais. Ah ouais, encore une fois, c'est comme toutes les révolutions, ça va être une époque passionnante et il faut le garder ouais, je pense vraiment que c'est là où il y aura beaucoup d'argent à faire. C'est-à-dire, Ouais. en fait, sur le principe, et je ne parle pas juste du Bitcoin ou quoi, mais juste sur les projets et la quantité de fric à un moment qui va être déversée dans la techno. C'est-à-dire que le net, ça a été ça. Pendant une époque, les mecs, ils avaient les poches jamais assez vides ils avaient toujours du pognon pour les projets, pour les trucs sur le net. En fait, ils ont financé quand même pendant très, très longtemps Amazon avant qu'il ne soit rentable. Enfin, 10 ans, je ne sais même pas si ce n'est pas 15 ans, en fait, sur le truc. Mais tu vois,
il va avoir du cash si tant est qu'il y ait vraiment des trucs qui sont pertinents à proposer. Les mecs, ils vont financer, mais comme jamais, en fait. Et effectivement, c'est toujours mieux d'être dans des marchés où il y a déjà moins de monde, parce que voilà. Et puis de l'autre côté, où il y a de l'argent qui coule à flot, quoi. Carrément. C'est vraiment, ouais, comme tu dis, ça va être un projet intéressant et il y aura de l'argent à faire. Et puis, tu vois, encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours plus intéressant de s'intéresser à ce genre de choses que, voilà, encore une fois, essayer de suivre, c'est mon avis, mais tout ce qui est politique ou des projets futiles, sans vous dire que ça sert à rien de regarder des matchs de foot. Mais voilà. Mais en tout cas, bon, on va pas t'embêter plus. Je pense que moi, il va être 7h30, toi aussi, donc on va te laisser aller manger tranquillement. Déjà, merci pour ta dispo et puis pour ton partage d'expérience, tout ça. Je pense que ça a aidé pas mal de monde à déjà se donner un avis parce que moi, je donne le mien et tu vois, c'est mon avis à moi. C'est bon d'avoir l'avis d'autres personnes, etc., avec d'autres expériences et tout. Comme ça, chacun peut arriver à voir, parce que moi, je le dis souvent, ne suis pas quelqu'un avec ses avis tête baissée. Il faut apprendre un maximum des autres et ton partage a été vraiment super intéressant, vraiment super cool. Moi, je vous invite, les gars, à taper Sébastien Tizier sur YouTube et à l'occasion, aller regarder un petit peu. Il y a des vidéos super intéressantes sur tout vraiment tout type de contenu. Tu es quand même basé quand même pas mal sur tout ce qui est expatriation. Tu as beaucoup de contenu axé sur le digital, en fait. Donc, c'est super intéressant pour ceux qui sont là-dedans. Et on l'est tous, hein, pour le coup. Donc, merci encore pour tout ça. Et puis, peut-être on s'en refera un de ces quatre ou autre avec plaisir. Hein. Avec un grand plaisir. Avec un grand plaisir. Bon courage à tous pour vos projets. Tout est possible. On l'a fait, vous pouvez le faire. C'est un peu ça toujours le message sur le truc, quoi. Il n'y a rien qui me prédestinait en étant né au fin fond de la Bourgogne à venir ici. J'ai un demi-frère et une demi-sœur. Ils ont trouvé un boulot qu'ils n'ont jamais voulu quitter. Ils sont à 15 kilomètres autour de l'endroit où ils sont nés. Et donc, je suis un espèce de mouton dans ma famille, un mouton noir dans ma famille. Je suis un électron libre depuis toujours. Mais en fait, là, pour le coup, vraiment n'importe qui peut le faire si je l'ai fait, quoi. Il vient d'où de Donc, Bourgogne? vraiment, encore une fois, ça tient qu'à vous. Je suis né à Dijon, mais j'ai grandi à côté d'Autun. Si tu connais Morvan, Autun, bon, bah, à la campagne d'Autun. C'est-à-dire, Autun, c'est une ville qui fait. Je suis à Mâcon, c'est pour ça que je te dis ça. Ah, Mâcon, c'est quand même grand, ça va. C'est un peu tristouné. À Autun, c'est 12 000 habitants. Enfin, c'était 12 000 habitants. Maintenant, je n'habitais pas à Autun. C'est-à-dire que la ville de 12 000 habitants, c'est là où, en fait, j'allais à coup de bus le matin, 1 heure le matin, 1 heure le soir pour rentrer du lycée et du collège. J'habitais un village de 120 habitants. Donc, si tu veux, c'est quand tu es ado, moi, mon plus grand fantasme, ça a toujours été de me barrer, en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. Merci à toi. Yes. C'est fou, tu as dû, sur ta chaîne YouTube et dans tous les cours que tu as dû faire, avoir plus de membres que dans le village où tu habitais quand tu étais gamin, quoi. Ouais, je crois que j'ai fait plus de clients cette année. En fait, non, j'arrivais là à plus de clients au total cumulé que d'habitants à Autun. Ouais. Ouais, ça fait beaucoup déjà. Ah ouais. Et là-bas, ils C'est doivent vrai. croire que tu es un alien, quoi. Non, Et c'est pas ouais. alien, mais en réalité, c'est vrai que quand tu es toujours un peu, je sais pas, quand tu es môme, on a toujours un peu tendance à condamner la différence en disant, ouais, il est pas comme les autres, il est pas notre machin. Mais c'est bien, en fait, de ne pas être tout à fait dans le moule des autres. En fait, c'est ce qui m'a permis d'arriver où je suis, c'est juste ça, c'est de ne pas être le membre le plus sociable ou pas machin, mais en attendant, ouais, ça m'a conduit là où je suis, quoi. Donc, c'est Ouais. pas grave, en fait, il faut faire avec ce qu'on a. En défaut et en qualité. Et puis, c'est vrai pour la suite aussi. Donc, en revanche, c'est ça qui est vrai. C'est tout est possible. Après, peu importe ce que les gens disent ou en pensent, quoi. Faut trouver les moyens. C'est comme je dis à tout le monde, là, voilà, même si tu es au boulot, et ouais, il faut charbonner. Et puis, comme tu as fait, hein, je pense que tu as bien charbonné. Donc, tout le monde peut le faire, ouais, carrément. Ce que tu sais pas, tu peux l'apprendre. Et c'est ça la magie du truc. C'est qu'en fait, tu peux vraiment tout apprendre. Tu peux vraiment apprendre à dominer plein de choses. Tu peux devenir excellent sur un truc qui n'était pas à ta portée. C'est facile aujourd'hui. Il y a du contenu partout, gratuit, payant. Il n'y a aucune espèce d'excuse à avoir aujourd'hui en disant ouais,
je ne sais pas le faire. Bah, apprends. Apprends. Procrastination. Il ne faut pas de procrastination, c'est tout. Ouais. Ouais, Saône-et-Loire. Eh ben, moi aussi, j'ai de la famille en Saône-et-Loire, tiens. ah. Et ouais, bon, bah, merci tout le monde. Allez, ciao, ciao. Merci les gars d'être restés, d'avoir échangé. Merci encore Seb. À l'occasion, pourquoi pas se refaire un truc avec grand plaisir. Encore une fois, n'hésitez pas à aller voir le contenu de Seb, ultra quali. Moi, je suis abonné, donc dès que tu sors une vidéo, je la vois. Donc, à très bientôt tout le monde. Et encore une fois, Kopunakrap, Seb, à la prochaine. Bye bye, à très bientôt. Ciao, Ciao, bye. ciao. Ciao les gars. Merci Seb. Salut, salut. Bye. Ciao les gars. Ciao.